Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à ce 8e cours. Ça veut dire qu'il nous en reste juste 9, il nous en reste juste 2. Je sais jamais si je comptais inclusivement ou exclusivement le cours 8. Il n'est pas encore commencé, fait que techniquement il nous en reste 3 avec celui qu'on est en train de faire là. Fait que, donc, euh, pour ceux qui, je sais pas pourquoi quelqu'un cliquerait tout de suite sur le cours 8 sur YouTube, fait qu'il saurait pas genre sur quoi il a cliqué, mais c'est un cours où on écrit, on apprend à écrire. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'en 10 semaines, je donne tout le matériel nécessaire aux gens pour réussir à écrire un roman. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'autres affaires qu'on va encore parler, puis c'est pour ça qu'après ça, ça va se continuer sur une communauté privée sur Facebook. Donc, on en parlera peut-être plus dans le prochain cours ou dans l'autre cours d'après. Je sais pas. Ça va être une surprise. Ces affaires-là, on peut jamais tout savoir ça. Donc, aujourd'hui, plan de match, qu'est-ce qui se passe? On va parler de motivation et de Carl. On va parler de moi cette fois-ci. Euh, je vais vous montrer 4 situations dans lesquelles mettre vos personnages pour que vos personnages se découvrent, pour se dévoilent, se révèlent à vous. Ok, bref, si je résumerais ça, je te dirais, grâce à cette affaire-là, c'est comme l'amélioration de ce qu'on a fait la semaine passée. Donc, je vais vous présenter 4 situations dans lesquelles mettre votre personnage pour découvrir c'est qui votre personnage. Après ça, on va faire un petit exercice. Et après ça, on va recevoir une autrice. Voilà. Donc, ah non, j'ai changé. Pourquoi ça n'a pas changé? En tout cas, il est supposé être écrit la motivation et Carl. Mais il n'est pas écrit ça. Je l'avais changé. Je sais que je l'avais changé. Mais je sais pas ce qui s'est passé. On va juste regarder. Ok, parfait, c'est la bonne affaire. Ok. Fait que, regarde ça. Je vais te motiver, tu vas voir. Fait que, un exemple avec Carl. Carl, moi, 2003, première session d'université. Euh, genre, jusqu'à ce moment-là, j'ai publié une nouvelle dans le journal étudiant du cégep de Drummondville. Pas mal la seule affaire que j'ai faite. Mais j'écris. J'écris comme des courts textes, des histoires drôles, un peu dans le style des petites histoires niaiseuses que je trouvais dans Safari à cette époque. Ça fait longtemps. Puis là, je rencontre un autre gars qui rentre à l'université en même temps que moi, puis là, il dit, ah, moi, j'essaie d'écrire quelque chose, puis tout ça, puis je suis comme, ah, moi aussi, j'aimerais ça, écrire quelque chose. Fait que là, il dit, moi, je me suis dit, j'écris à tous les jours jusqu'à temps que, genre, en un mois, j'écris mon roman, puis j'étais comme, ouais, moi aussi, je vais faire ça, en un mois, je vais écrire mon roman. Fait que première session d'université, avec mes cours, avec un nouvel appart, avec toutes ces affaires-là, une nouvelle ville, je suis comme, pas grave, je vais écrire un roman, maintenant. Puis ça, quand même, j'ai écrit un pseudo-roman. J'ai écrit comme un roman de 100 pages, 25 000 mots à peu près. Puis je suis vraiment fier de moi. Je suis vraiment, ouais, c'est une histoire complète. Là. Il y a un début, un milieu, une fin, et tout est là. Mais c'est court, quand même. C'est court pour un roman. J'en suis un peu conscient. Je sais pas à quel point c'est si grave que ça qu'il soit juste 25 000 mots, mais je me dis, c'est tellement un bon roman que c'est sûr que ça va être full difficile de choisir quel éditeur je vais aller voir. Puis tu sais, ils vont être comme, ah, t'es intéressé, puis lui, il va être intéressé, puis moi, je vais être comme, ah non, vers quel éditeur je me tourne, lequel choisir, lequel est le meilleur. Puis tu sais, je suis pas encore imprimé, parce qu'à l'époque, il faut imprimer les manuscrits. On peut pas envoyer ça par courriel. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si tu envoies ton manuscrit par la poste, ils vont peut-être même pas te checker parce qu'on trouvait ça trop weird. Mais dans le temps, c'était ça. Fait que 14 copies de mon roman, toutes boudinées en plus, parce que j'avais pas appris à l'époque qu'il fallait pas envoyer les copies boudinées, parce que les éditeurs aimaient pas ça. Euh, J'envoie ça à 14 éditeurs. Ce qui est une erreur, comme Patrick nous l'a dit quand il était venu avec nous, et comme moi je vous le confirme là tout de suite. Euh, Ça a pris bien évidemment plusieurs mois, parce que le processus de soumission d'un manuscrit, c'est ça. Quand tu envoies ça à un vrai éditeur, puis là vous dites Carl, vrai éditeur. Quand je dis un vrai éditeur, je veux dire un éditeur qui paye tout. C'est ça que je veux dire. Parce qu'effectivement, il y a des éditeurs qui font de l'édition à compte d'auteur, mais c'est des éditeurs dans le sens que tu les payes pour qu'ils fassent la mise en page de ton livre et qu'ils l'impriment. Mais c'est pas un éditeur comme moi, je dis un éditeur. C'est juste ça que je veux dire. Je dis pas que c'est mauvais ou c'est bien, je dis juste si tu fais ça, informe-toi comme il faut. Regarde c'est quoi les autres livres qui ont publié, communique avec les auteurs qui ont déjà publié par Facebook ou quelque chose pour juste voir est-ce que c'est du bon stock ce qu'ils font, est-ce que c'est n'importe quoi, est-ce qu'ils répondent vite au téléphone. Une fois que tu as payé et que tu as eu tes livres, est-ce qu'ils sont encore présents pour toi? C'est des affaires comme ça, il faut que tu vérifies. Si jamais tu publies à compte d'auteur.
Bref. Éditeur classique, plusieurs mois d'attente. Puis, il y en a 7, je te dis d'avance, je te spoil, il y en a 7 qui ont juste jamais répondu. De toujours après. Ils ont juste jamais réécrit. Ils n'ont pas pris la peine de m'envoyer une lettre pour me dire non. Ils ont juste fait. Clairement, ce gars-là savait pas à qui envoyer le manuscrit, fait qu'on va juste mettre ça en poubelle puis passer à autre chose. Ce qui est possible, ça se peut, mais ça t'arrivera pas parce que tu vas pas l'envoyer à 14 éditeurs, puis tu vas regarder quel éditeur publie ton genre de livre avant d'envoyer ton livre. Ce que moi, j'avais pas fait. Moi, j'ai juste pris les 14 éditeurs les plus gros, de mon point de vue de gars qui vient de rentrer en littérature en 2003. Puis, j'ai envoyé ça à tous ces gens-là en me disant yes! Fait que 7 ont juste dit rien pas tout. Sinon, c'est 7 éditeurs m'ont ghosté à une époque où ça existait même pas faire ça. Il y en a 6 qui ont répondu non, désolé, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas ou ça cadre pas avec ce qu'on veut, ou bref. Il y a plusieurs explications. Je les ai encore, je crois, ces lettres-là. Fait que je vais peut-être vous sortir ça pour vous faire plaisir la semaine prochaine. Je vais vous scanner une couple de lettres de refus pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Et là, vous faites le calcul. Vous êtes rapide. Vous avez calculé qu'il manque un éditeur. Anne-Marie Alonso, les éditions de la pleine lune, si je ne me trompe pas le nom, mais je me rappelle d'Anne-Marie, puis tout à fait du titre de la maison d'édition, mais bref, qui m'a appelé chez moi sur mon téléphone fixe, excusez, euh, pour me dire qu'elle ne publiait pas ce que j'avais écrit, mais elle aimait vraiment, elle trouvait qu'il y avait quelque chose dans mon écriture qu'elle avait pas vu ailleurs. Fait qu'elle a fait, celui-là, je peux pas le publier. Il cadre pas du tout avec ce que je fais dans ma maison d'édition. D'ailleurs, je t'encourage à regarder ça la prochaine fois que tu envoies des manuscrits. Mais elle dit, si t'écris, va à la bibliothèque, librairie, va regarder les livres que notre maison d'édition publie. Puis si jamais tu écris quelque chose qui fit avec notre maison d'édition, envoie-le nous. Puis moi, je vais le mettre sur le dessus de ma pile pour le lire en premier, suite quand il va rentrer. Bon, je sais, j'ai pas vraiment écrit quelque chose finalement qui aurait pu rentrer avec comme les besoins de cette maison d'édition-là, mettons. Euh, et Anne-Marie est morte comme 2 ou 3 ans plus tard, malheureusement. Fait que j'ai jamais pu non plus lui parler en personne puis lui dire que c'est un peu grâce à elle que j'ai continué d'écrire, tu sais. Parce que j'étais démoli, là, on s'entend, là. Je veux dire, mon manuscrit puis ma blonde à l'époque a fait comme ah, je peux-tu le lire? Puis j'ai dit ben oui, puis là elle l'a lu, puis elle a fait, tu sais, il y a beaucoup de fautes dedans. Puis là j'étais comme ouais, mais c'est tellement bon que c'est pas grave qu'il y ait des fautes. Ils vont juste faire comme. Tu sais, des fautes, ça se corrige. Mais la qualité du texte, ça, tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. Ça a peut-être nuit, peut-être, au fait qu'il n'y a pas un éditeur qui a voulu ça. Euh, mais oui, c'est ça. Donc, j'ai jamais finalement pu publier avec Anne-Marie. Mais Anne-Marie m'a fait comprendre que ben il fallait que je travaille plus fort puis que je vise un éditeur en particulier ou en tout cas un style, un genre, etc. T'sais. Bref, que je trouve la place où mon texte serait bien. T'sais. Mais l'énergie que ça m'avait demandé, écrire 25 000 mots en un mois, surtout pour, à l'époque, TDAH, pas de médication, puis première session d'université, c'était vraiment trop d'énergie. Euh, fait que j'étais pas prêt à me remettre, à me replonger là-dedans. Puis j'étais blessé, là. Mon ego était blessé, entendons-nous. OK? Mon ego avait mal. Puis, fait que j'ai commencé, je me suis dit, je vais écrire des plus petits textes à la place. Puis, je sais pas, retour à zéro, nouvelle approche, exactement. Fait que je me suis dit, je vais écrire des plus petits textes à la place, des affaires plus courtes. Ça tombe bien, j'étais en littérature, puis j'apprenais tous les cours de création littéraire que je pouvais. Fait que toutes les fois que le prof disait, que la prof, d'ailleurs, disait, bon ben voici la consigne pour le texte à écrire aujourd'hui, parce qu'elle nous faisait écrire à chaque cours, parce que j'adorais ça, tu sais. Puis elle disait, mettons, la consigne aujourd'hui, c'est, je sais pas, un peu comme l'exercice qu'on a fait avec les portes, le premier exercice qu'on a fait avec les portes, bon ben, elle faisait cet exercice-là avec des mains, par exemple. Fait qu'il y avait plusieurs sortes de mains, puis c'était comme, bon ben, à qui appartiennent ces mains-là, t'sais. En tout cas, de mémoire, c'était des mains, bref. Et puis là, je me suis dit, ok, mais mettons que je décris des mains, mais je décris les mains
d'un personnage qui vit dans un univers post-apocalyptique. Parce que c'est ça que j'aimais. C'est ça l'affaire que je trouvais le plus fun. Le roman que j'avais écrit en 2003, première session d'université, c'était vraiment. C'était très. C'était genre policier noir un peu. Très, très Quentin Tarantino, Robert Rodriguez un peu. Là, fait que c'était très. Ouais, un côté psychologique plus lourd qu'il n'y a pas dans ces films-là. Bref, c'était une affaire weird. Un hybride de policier, roman noir, puis je sais pas quoi d'autre. Euh, j'ai repris une partie du stock qui est dans ce roman-là dans Benoît de Cobaye. C'est comme. Fait qu'il y a une couple d'affaires qui viennent de ce premier manuscrit-là. Parce que j'étais rendu plus grand et plus mature et je savais qu'est-ce qui était bon dans ce que j'avais écrit au début, puis ce qui ne l'était pas. Mais bref, ce que j'ai fait, c'est ça, c'est que j'ai commencé à écrire par nouvelle, par fragment mon histoire. Fait que je décrivais bon, ben, un personnage, puis j'avais créé cette idée-là de c'est ça, un univers post-apocalyptique, puis que je découvrais moi-même cet univers-là à mesure que j'écrivais des nouvelles. Fait qu'à chaque semaine, quand j'écrivais une nouvelle, ben, je découvrais un peu plus mon univers, puis ça me permettait d'établir les personnages, mais pas trop en profondeur, puis que je me perde dedans. Puis ça me permettait d'établir comme l'histoire générale, mais sans trop me perdre dans qu'est-ce qui va arriver après, puis etc. Bref, c'était juste parfait pour ce que j'avais, moi, d'attention limitée pour travailler sur quelque chose. Euh, Puis je comprenais même pas le concept d'un plan à cette époque-là. Là. Fait que je faisais pas de plan. Je faisais juste me dire, il va se passer ça dans mon histoire, puis là, j'écrivais. Et ben, à la fin de. J'ai fait ça 2004. Ouais, fait que 2004-2005. Fait qu'il est arrivé à la session d'hiver 2005. Fait que, mettons, vers le mois de mai 2005, ben, j'ai comme une douzaine, 10-12 nouvelles post-apocalyptiques qui se passent toutes comme dans la même ville, avec des personnages qui ils reviennent pas d'une nouvelle à l'autre, mais on les reconnaît d'une nouvelle à l'autre, puis tout ça parce qu'un autre personnage en parle. Je suis comme bon, ben c'est cool, ça fait que j'ai mon produit, tu sais. Fait que puis je le fais lire à d'autres élèves qui sont dans mon cours de création, parce que j'utilise ces textes-là pour faire pour faire mon projet final de fin à la fin du cours, il fallait remettre un recueil de nouvelles, ish, dans le cours de création. Puis j'ai fait, bon, ben, je vais prendre les textes que j'ai écrits. Puis savez-vous, fuck that, je vais prendre le temps. Bon, je sais pas, il est juste là. J'ai comme une boîte avec mes vieilles affaires dedans. Ouais. Fait que c'est comme, t'as peu, j'essaie de. Fait que j'avais même pris la peine de faire un dessin, comme avec les personnages, parce que j'aimais dessiner. Fait que j'avais fait comme les personnages qu'il y a dans l'histoire de mon truc. Puis, ouais, j'avais eu bien du fun à faire ça. Ça a été très. Ouais. Ouais, fait que ça, c'était mon projet. Tu sais, boudiner encore. J'étais obsédé par. C'est parce que dans le département, c'est comme dans le cours, il y avait un. Dans le corridor où on avait nos cours, il y avait une place où tu pouvais faire boudiner tes travaux. Parce que tout le monde boudinait les travaux. Quand ton travail, il y a, je sais pas combien de pages, beaucoup de pages. Quand ton travail, il y a beaucoup de pages, c'est pratique de boudiner. J'ai même gardé comme les commentaires de la prof. J'étais vraiment fier. Cette femme-là a changé ma vie. Camille Deslauriers est rendue à l'Université de Rimouski. C'est une des humaines que je préfère le plus dans le monde. Fait que bref, j'ai fait ça, puis quand j'en ai, quand j'ai vu les réactions des gens, puis le monde aimait ça, puis tout, j'ai fait ah mais je pourrais peut-être justement le publier, je pourrais faire j'ai motivation. Encore une fois, on se motive. J'ai fait ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est quoi les options qui existent? L'édition à compte d'auteur existe pas ben, existe quand même, ça a toujours existé. Depuis toujours, tu peux publier ton livre toi-même. Mais à ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui, tu peux pas juste faire ah, je vais mettre ça sur Amazon, puis truc machin. Non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a pas l'impression numérique commence à peine. Fait que tu peux pas comme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais il y a une imprimerie à Sherbrooke
qui fait ça. Puis eux autres, ils connaissent un relieur qui pourrait relier mon livre. Fait que là, je mets. Puis là, les clés USB existent, mais les systèmes ne sont pas encore adaptés. Fait que je mets mon roman sur une disquette, là, 3 pouces et demi, comme ça. Puis j'amène ça là-bas. Puis je mets ma couverture que j'ai faite en faisant, en faisant un cours d'été d'infographie à l'université, cours d'option. Puis j'amène ça sur une autre disquette. J'amène 2 disquettes, mon livre puis la couverture sur une autre disquette, à l'imprimeur. Puis, fait que là, il fait le montage, il me dit, bon, ben, tu sais, ça devrait coûter à peu près, genre, 7 piastres, 7 piastres et demi par livre, en comptant comme que quand lui il imprime le papier, puis après ça, on envoie le papier par la poste au relieur. Le relieur fait les couvertures, puis nous le renvoie par la poste. Tout ça ensemble, à peu près 7 piastres et demi par livre. Fait que c'est cool. Je prends mon calepin de téléphone, parce que c'était vraiment long rentrer un numéro de téléphone dans un cellulaire dans ce temps-là. Il fallait que tu fasses comme 8 fois chaque chiffre pour pouvoir mettre la bonne lettre. Fait qu'on faisait pas ça. Fait qu'à place, on avait un carnet de téléphone, papier. Puis j'appelle tout le monde que je connais. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis je dis, je sors un livre cet été. Il va être 12 piastres. Mais si tu l'achètes tout de suite, je te le vends à 10 piastres. Parce que je me suis dit, c'est comme du sociofinancement. D'ailleurs, Kickstarter, tout ça, ça n'existe pas. Le sociofinancement, c'est pas comme aujourd'hui non plus. Fait que, puis toutes ces personnes-là font comme, ah ouais, cool, j'embarque, ah ouais, cool, j'embarque. Moi, je check, j'ai une carte de crédit étudiante avec 500$ de libre dessus. Fait que je suis comme, c'est parfait. Fait que tous ces gens-là, j'ai une cinquantaine de personnes, mettons. C'était pas mal ça, en tout cas, qui disent oui. Fait que je fais comme, parfait, j'ai 500$. Fait que je vais voir l'imprimeur, puis je fais avec 500$, je peux en imprimer combien. Puis là, je dis de mémoire, c'est 500$, mais tu sais, ça a donné, en tout, ça m'a donné 125 exemplaires. Bref, je sais plus exactement. Peut-être que j'avais 700, peut-être que j'ai mis un petit peu plus de ma poche, je sais plus. Mais bref, au final, ce que ça a fait, c'est que les gens qui avaient voulu avoir le livre d'avance puis le payer 10$, ben ils m'ont donné le budget pour pouvoir imprimer plus que les 50 livres que j'aurais publiés pour eux. Puis ce plus-là, ben lui, je l'ai vendu, puis ça a été du profit comme net, là, 100% de profit pour les autres. Bon, dans les faits, c'est pas beaucoup de sous, là. Pas pour le travail que j'ai mis là-dessus, c'est sûr. Sauf que, sauf que ça m'a donné, ça m'a prouvé que j'étais capable de faire ça. Ça m'a prouvé que j'étais capable d'écrire, que j'étais capable de me débrouiller tout seul s'il y avait quelque chose. Fait que ça m'a comme donné un plan B. T'sais. Cette idée-là de, tu sais, si dans le pire des cas, mon prochain manuscrit, un éditeur l'accepte pas, je le publierai moi-même, c'est pas grave, tu sais, puis parce que je me faisais pas d'idée, là j'étais rendu à l'université, puis à l'université ils sont très très clairs là-dessus, vous ferez jamais d'argent avec vos livres, blablabla, c'est possible de faire de l'argent avec les livres, faut juste viser le long terme, tu sais. Parce que ce qui est arrivé, c'est que ça a été la première publication que j'ai faite moi-même, mais au final, j'ai publié depuis ce temps-là, tu sais, une vingtaine-ish de titres, mettons, que ce soit des nouvelles, des recueils de nouvelles ou des romans, tu sais. Puis pour le fun, j'ai fait comme ça ressemble ça ressemble à quoi maintenant, tu sais, le fait que j'ai pas arrêté puis que j'ai continué à mon rythme avec mon TDAH puis avec comme ah ben des fois 2, 3 ans d'affilée, je sors aucun livre puis après ça j'en sors un peut-être même deux des fois en 1 an et demi d'intervalle puis ça, mais ce que ça a donné c'est que les livres que je sors maintenant, si quelqu'un lit un de mes nouveaux livres, il fait ah c'est bon ce livre-là puis tout ça, ben peut-être qu'il va vouloir lire un de mes anciens livres. T'sais. Puis c'est ça qu'il faut dans la tête. C'est pour ça que le secret, c'est pas genre essaye d'écrire le roman le plus best-seller du monde, puis sors-le, puis tu vas devenir riche, puis tout ça. Le secret, c'est si tu écris les affaires que t'aimes vraiment, ben les gens qui vont te suivre, puis qui vont te lire, puis qui vont vouloir te relire, c'est des gens qui vont vraiment aimer ce que tu fais. T'sais. Pense à n'importe quelle communauté geek, là, comme qui est passionnée par une affaire, ben ces gens-là, ils mettent leur argent dans ça à l'infini, jusqu'à temps qu'ils soient complètement cassés. Là. Je veux dire, le groupe Facebook, genre lecteur de romans noirs, puis tout, je veux dire, si tu t'abonnes à ce groupe-là, tu viens de diminuer ton salaire énormément, parce que t'es passionné, puis tout le monde qui est là-dessus est passionné, puis tout le monde parle de livres, puis là tu vois tous les livres passer, puis tu veux tous les acheter. T'sais. Puis tu trouves un auteur que t'aimes, puis tu vois qu'il a écrit 10 livres avant celui que t'as aimé,
Puis là, tu ajoutes les 10 parce que tu tripes vraiment comme jusque dans tes tripes sur ce que cet auteur-là fait. Fait que je mise là-dessus, tu sais. Puis, fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon rapport de vente de cette année avec les éditions de Mortagne, qui est la place où je publie le plus de livres, mettons, tu sais. Puis, j'ai vu que ben, j'ai vendu 2048 exemplaires en 2024. C'est pas une affaire grandiose, c'est pas genre 60 000 exemplaires, je sais pas quoi, tu sais. Sauf que, ben, c'est. En 2024, j'ai rien sorti en 2024. J'ai publié aucun livre en 2024. Fait que, techniquement, ne rien faire côté écriture en 2024 m'a quand même fait vendre 2048 romans. Moi, je suis satisfait. Considérant que j'ai pas publié de livre cette année, tu sais. Puis si j'en publie 3 l'année prochaine, ben c'est 3 occasions où les auteurs, les lecteurs vont faire Ah, il est cool ce livre-là. Ah, celui-là, il est cool. Puis, bref. Fait que c'est le concept des. Ah, je sais pas comment. En comptabilité, il y a un truc, là, genre les intérêts comme qui s'accumulent. Comme, fait que, tu sais, mettons, tu mets 100$, puis là, tu as 5% d'intérêt, fait que là, tu as 105$. Et là, l'année d'après, tu as 5% d'intérêt sur 105$, pas sur 100$. Fait que c'est un peu la même chose avec les livres. À chaque fois que tu réussis à atteindre la fin de ton livre, à finir ton manuscrit, à le corriger, à trouver un éditeur ou à le publier toi-même en ligne ou quoi que ce soit, ben, t'augmentes t'augmentes tes intérêts. T'augmentes ta banque de données. Plus les gens vont te lire, plus ils vont vouloir avoir accès à ces affaires-là. Fait que tu vas continuer comme ça éternellement. T'sais. Puis là, je dis ça, peut-être que toi, tu veux juste écrire un livre. C'est comme moi, regarde, je veux juste. Cette histoire-là, je veux la publier. Tant mieux. Mais ce que ça peut te montrer là, c'est que abandonne pas, c'est tout. Juste comme continue de piocher, et tu vas arriver à quelque chose, c'est certain. Prochaine affaire. OK. Parlons des 4 situations. Introduction des 4 situations. OK? Donc, je vous rappelle les quatre situations dont j'ai parlé. Ben, en fait, les 4 situations. Les 4 éléments internes dont j'ai parlé la semaine dernière. Fait que la motivation, l'éducation, les valeurs et les croyances. J'ai oublié de mettre un S à valeur. Sacré Carl. Donc, les trucs de la semaine passée. Fait que la motivation, ben c'est ça, c'était autant. Ah, j'ai regardé la lumière au lieu de regarder la caméra, je m'excuse. Je recommence. Motivation. Motivation, oui, ça peut être genre qu'est-ce qui le motive à avancer dans la vie, genre ah, je suis motivé, je vais faire ça. Mais je le disais aussi, motivation dans le sens de c'est quoi l'objectif final de ce personnage-là pour justifier chaque geste, chaque action, chaque truc qui va se passer avec ce personnage-là jusqu'à ce qu'il arrive à cette affaire-là. L'éducation, donc comment le personnage a été éduqué. Puis là, je le faisais, puis j'étais comme, ah, c'est vrai que ça ressemble aux valeurs puis aux croyances, mais il y a une nuance super importante. L'éducation, c'est peut-être les valeurs et les croyances, mais qui ont été inculquées par la famille, puis par le milieu dans lequel le personnage a grandi. Puis c'est une nuance qui est importante, parce qu'à partir de là, les valeurs que le personnage, lui, va développer peuvent être différentes de celles que son éducation lui ont apportées. Parce que tu peux avoir une éducation où ben, tu étais toujours laissé à toi, à toi-même. Fait que comme enfant, mettons, on s'occupait jamais de toi. Fait que toi, ton éducation, c'est dans la vie, il faut que je m'arrange tout seul. T'sais. Mais comme adulte, il y a une valeur que tu as nouvelle qui est ben moi, je veux être présent pour ma famille. T'sais. Fait que l'éducation, ça peut être comme les valeurs, les croyances que ton passé ou que que ce que tu as grandi, puis ça, ce que ton éducation t'a apporté, finalement. Mais les valeurs et croyances, ben, c'est ce que toi, tu vas avoir établi dans ta vie. Ben, c'est ce que ton personnage va avoir établi dans ta vie. On est comme tout le temps à mi-chemin entre la croissance personnelle et l'écriture, je pense, dans ce cours-là. Là. Donc, les valeurs, fait que les valeurs de ton personnage, c'est ça, fait que les choses qui guident ses choix profonds, les choses qu'il ne laissera jamais passer, etc. Et les croyances, ben, c'est les certitudes que ton personnage a envers sa vie, son état, sa situation, l'état des choses, l'environnement, etc. Puis évidemment, les exemples qu'on va redonner tantôt vont aider si vous êtes plus sûr, puis si vous ne vous rappelez plus exactement c'est quoi toutes ces choses-là. OK. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une extrapolation de l'exercice avec les personnages qui n'aimaient pas le jaune. Quand on disait comme on prend 3 personnages différents, puis on leur dit, on va faire comme ok, tous ces 3-là ils n'aiment pas le jaune, mais pour des raisons complètement différentes. Bref.
Fait qu'on refait la même chose. On va mettre un personnage dans une situation, mais là, la situation, ce sera pas dites pourquoi il aime pas le jaune à sa façon. Ça va être les 4 situations que je vous présente. Fait que les 4 situations, c'est des squelettes. Ok. Euh, fait que bien évidemment, il faut que tu les mettes dans l'univers de ton personnage. Fait que si je dis, je sais pas, si je dis, il fait une découverte, ben là, si ton personnage c'est un explorateur de l'époque des grandes explorations maritimes, ben la découverte qu'il va faire c'est un continent. Mais je veux dire, si ton personnage c'est un gamer de notre époque, ben la découverte qu'il fait c'est peut-être que genre il y a un passage secret dans un jeu. Je sais pas, ouais. Tu l'adaptes ton affaire. C'est un squelette. Donc on le transpose dans notre univers. Et vous écrivez comment agit votre personnage dans ça. Puis en faisant ça, ben, vous allez le découvrir. Vous allez découvrir des choses sur lui. T'sais. Fait que c'est un peu. Cette méthode-là, ce serait un peu la façon. J'aurais dû dire ça au début. Je vous présente la méthode pour créer un personnage. C'est simple de même. C'est ça qu'on fait. Mais si tu as déjà créé ton personnage, parce que tu t'es dit, ah ouais, ce serait cool, un gars, un ancien soldat qui fait telle affaire. Ok, parfait. Puis là, tu vas le mettre dans ces 4 situations-là, puis ça va te permettre d'établir tes balises autour de ce personnage-là. Puis ça va être suffisant pour que tu puisses commencer à écrire tout de suite. T'sais. Puis j'oserais même dire que c'est une alternative au plan. Fait que si toi, à la maison, qui m'écoute sur YouTube, ou toi, parmi les gens qui payaient pour être avec moi et qui avaient droit, parce que vous payez à des conseils personnalisés, à un groupe privé sur Facebook avec des exercices chaque semaine et à des rabais sur le coaching privé, vous, peut-être que le plan, ça vous dit pas grand-chose, vous faites comme moi, j'ai pas besoin de plan dans la vie. J'essaie de trouver un auteur en passant, j'essaie d'inviter un auteur qui fait pas de plan, c'est vraiment difficile à trouver, je sais pas pourquoi. Mais bref, ça serait possible, je pense, en faisant ce modèle-là pour tes personnages, je pense que ce serait suffisant pour être capable, en tout cas, de vraiment démarrer ton histoire puis d'avoir pratiquement des trames narratives pas mal jusqu'à la fin, selon moi, en évitant le plan, peut-être. Mais dans les faits, toutes les fois que tu as des idées sur qu'est-ce qui pourrait se passer dans ton histoire puis que tu le notes, ben, tu es en train de faire un plan. Fait que, c'est bon. La motivation. Mise en situation. Fait qu'on imagine notre personnage. Euh, Imaginez que votre personnage a un tableau de visualisation. C'est comme dans les films, quand il se fait comme un board là, du Dolorama, là, un carton blanc, comme ça, une pièce. Là. Bon. Puis là, sur ce panneau-là, ton personnage, il a collé des images, des mots, des symboles inspirants qui l'aident à se diriger dans la vie, puis comme qui pointent ses objectifs. Puis comme, tu sais, fait à la limite, le cliché, ben c'est ça, c'est comme ton personnage a collé une maison. À quoi ressemble la maison? C'est quoi le genre où ton personnage a collé un char? À quoi ressemble le char? T'sais, ton personnage a collé son idéal, son idéal de relation intime, personnelle avec comme tu fais genre une liste de comme la personne qui est parfaite pour moi correspond à X, Y, Z. Où il a dit il a collé un chèque. Jim Carrey, c'est-tu Jim Carrey? Je pense que c'est Jim Carrey qui avait fait ça. Genre, premier contrat qu'il a fait, il a pris un chèque de lui, puis il a écrit 1 million dessus, puis il l'a mis dans son portefeuille, puis il l'a gardé jusqu'au jour où il y a eu 1 million dans son compte. Fait que, tu sais, des trucs comme ça. Fait que, des fois, ton personnage, y a-tu écrit les, la phrase de remerciement de quand il va gagner un prix de je sais pas quoi. Bref. Fait que je te demande, qu'est-ce qu'on voit sur cette chose-là, sur ce panneau-là. Puis là, je te donne un exemple. Je me suis dit, je vais vous donner un exemple, puis j'ai pris Darth Vader. Ah, j'aurais dû mettre mon chandail de Star Wars. Ah ben oui, techniquement, c'est un chandail de Star Wars. C'est juste pas, il n'y a pas Darth Vader dessus. Ok. Finalement, je suis un geek. C'est fini. Je vais pas m'en sortir. Ok. Fait que si on prend Darth Vader, mettons, le mood board de Darth Vader, ok? Ce serait quoi? Ben, c'est sûr qu'il y aurait comme l'étoile de la mort. Puis il y en aurait peut-être 3, en fait. Parce que c'est ça. Il y aurait peut-être un pod racer, tu sais, comme celui qui ressemble à celui qu'il y avait quand il était jeune, mais genre vraiment hot, qui aurait réussi. T'sais. Celui que quand il était jeune, il aurait rêvé de créer, mettons. Euh, il y aurait un dessin qui le représente, mettons, avec Padmé, sa femme, bref. Luke puis Léa, genre, puis ils sont comme ah, tu sais, puis il aurait comme gribouillé ça, genre comme on va être une famille heureuse dans le futur. Surprise, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que
Fait que tu vois, genre, tu sais, comme. Parce que ça nous apprend sur le personnage, ça. De décider c'est quoi le genre d'affaires que ce personnage-là mettrait sur son moodboard. T'sais. Ça nous fait comprendre ses motivations. Puis ces motivations, comme on l'a vu la semaine passée, vont aller nourrir son apparence, son langage non verbal, ses actions, puis son environnement. Si je dis ça, on fait comme ben oui, tout à fait. Ça nourrit l'apparence de Darth Vader, ça nourrit son environnement, ça nourrit son langage non verbal. Darth Vader, le langage non verbal est carré, là. C'est comme le casque fait qu'il est complètement neutre tout le temps, ce qui est anxiogène, étonnamment. T'sais. Bref, motivation. Première étape qu'on peut faire avec notre personnage. Deuxième étape, l'éducation. On imagine notre personnage dans son enfance. Euh, supposons que notre personnage, dans son enfance, commet un geste répréhensible. Il a fait quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Peu importe c'est quoi. Mais encore là, adapte-le à ton univers. T'sais. La question, c'est quelles conséquences a subi ton personnage pour le geste qu'il a posé? Et quelle leçon a tiré ton personnage de cet événement-là, de ce qui s'est passé, de la conséquence qu'il y a eu, etc. Je donne un exemple avec Darth Vader encore une fois. Si on prend Darth Vader quand il était jeune, mettons Anakin. Bon, fait qu'Anakin, il a fait la course des pod racers, mais je sais pas si vous en rappelez, parce que peut-être vous n'êtes pas aussi turbo nerd que moi, mais c'était illégal, les humains n'ont pas le droit de faire la course de pod racer normalement. Anakin l'a fait pareil, puis il l'a gagné. Puis ça a été quoi la conséquence? Rien. À la limite, il a libéré sa mère, il est devenu un Jedi, il a gagné la course. Fait qu'il n'y a aucune conséquence négative à avoir fait quelque chose d'illégal. Euh, deuxième épisode, les Tusken Raiders, genre, ils ont attaqué, puis ils ont tué sa mère, puis tout ça, puis lui, il a genre 19 ans à ce moment-là, il arrive là, puis il massacre tout le monde. Il tue tout le monde du village. Toutes les Tusken, les pauvres Tusken. Quelle est la conséquence qu'on donne à Anakin? Rien pas tout. Encore une fois. Fait que, c'est quoi la leçon que Anakin Skywalker a retirée de son éducation, des moments où il a posé des gestes répréhensibles? C'est tu peux faire tout ce que tu veux. Si t'es puissant, tu fais tout ce que tu veux. Puis t'as pas de conséquences. Ce qui fait qu'on comprend pourquoi il va devenir Darth Vader. Parce qu'il n'y a aucune conséquence à faire le mal. Fait que quand quelqu'un fait veux-tu venir faire le mal, on va t'aider à accomplir tes rêves. Puis il fait comme ben oui, parce que visiblement, quand je commets du mal, il arrive rien. Je suis pas puni. Fait que, pour résumer, fais ça avec ton personnage, mets-le, visualise son éducation, comment il a été élevé, puis tout ça. Fais-y poser un geste qui est répréhensible, du point de vue, bien évidemment, de la loi de façon générale, là, mais peut-être du point de vue uniquement de ses tuteurs. Peut-être qu'il y a des choses que ton personnage aurait faites dans une autre famille, puis ça aurait été correct, mais là, il l'a fait avec la famille où il était, puis cette famille-là acceptait pas qu'il fasse ça. Euh, fait que quelles conséquences est-ce que votre personnage a subi de ça, puis quelles leçons est-ce qu'il a tiré de ça? Puis ça va influencer tous les choix que votre personnage va faire dans le roman. Puis là, quand je parle je vais comme prendre le temps tout de suite de le dire, juste au cas où j'oublierais, c'est que ce que ça fait, c'est que pour vous expliquer pourquoi je dis qu'on n'est pas obligé de faire de plan à la limite quand on fait ça, c'est que tu vas commencer ton histoire en disant mon personnage, tu sais, idéalement, oui, avoir sa fin, ça peut être une bonne idée quand même, parce qu'il faut que tu saches où il va finir pour comme avoir une idée d'où tu vas le faire partir, ton personnage. Mais, mettons, tu dis, bon, ben, fait que mon personnage, il arrive chez eux, puis il y a un voleur qui est rentré dans sa maison, puis qui l'a cambriolé. Puis là, puis là, tu fais, OK, c'est quoi ses motivations, c'est quoi son éducation, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses croyances, fait que comment il va réagir à ça. Puis là, la réaction qu'il va avoir à ça, ben, t'amène vers le chapitre 2. Parce qu'il va vouloir poser une action pour essayer de. Parce qu'il s'est fait voler, c'est l'élément déclencheur. Si on revient dans le schéma narratif, là, situation initiale, ton personnage a une vie chill. Élément déclencheur, il s'est fait cambrioler chez lui. Puis là,
le choix qu'il va faire à partir de ce moment-là pour retrouver l'équilibre de la situation initiale, fait retrouver ses affaires ou retrouver la personne qui a volé ses affaires pour le punir, bref, peu importe, ben, ces choix qu'il va faire, les actions qu'il va poser, vont être déterminés par ce que tu vas avoir établi là-dedans. Fait que tu n'auras même pas besoin de te poser de questions. Puis si j'y pense pas, vous me direz après ça, Carl, dis Donjon Dragon. Donjon Dragon. Je pense Donjon Dragon. Je sais plus pour elle. Fait que les valeurs. Donc, votre personnage est appelé à se sacrifier au nom d'une cause ou d'une personne. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas s'il va le faire, mais il est appelé à. Genre comme. Il arrive quelque chose, puis c'est comme la seule manière de régler ça, c'est que faut que quelqu'un se sacrifie. Puis là, ton personnage fait comme. Faudrait que ce soit moi, je pense. La question, c'est quoi cette cause-là? Ou c'est quoi c'est qui la personne qui fait que ton personnage va décider de se sacrifier? Parce que bien évidemment, si, je veux dire, moi dans ma vie personnelle, quelqu'un menace mon enfant, ben c'est sûr que je vais essayer, je vais tout faire, quitte à me mettre en danger pour sauver mon enfant. Il y a comme c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je parle de sacrifice. Mais, mais une cause, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, si on prend tous les personnages, tous les rebelles dans Star Wars, ben tous les rebelles de Star Wars, ils sont prêts à se sacrifier pour la cause qui est de faire tomber l'Empire. Tu sais. Quelle valeur profonde motive ce sacrifice-là? Qu'est-ce qui fait que votre personnage, c'est quoi la valeur associée à ça? Parce que du moment que vous avez votre valeur, vous allez pouvoir vraiment euh, expliquer facilement plein d'affaires qui vont se passer dans votre histoire. Puis si cette valeur-là est claire, ça fait que les gens qui vont lire votre livre vont aussi faire ah ben oui, c'est sûr que le personnage va faire ça. Même si c'est un même si c'est un geste, une action qui est osée ou qui va à l'encontre de toute logique. Le lecteur va faire mais c'est vrai que ce personnage-là, c'est sûr qu'il ferait ça. Ça fait partie de ses valeurs. Fait qu'en établissant un. Puis c'est comme, tu sais, moi je te dis ça pour simplifier ta vie. Dans les faits, tu pourrais juste t'asseoir et faire une liste de quelles sont les valeurs de mon personnage. Sauf qu'en le mettant dans une situation comme là, je t'offre de le faire, tu vas pouvoir cerner rapidement puis facilement c'est quoi les valeurs de ton personnage. Puis tu peux, là, moi je dis, tu le fais une fois, tu peux le faire 14 fois si tu veux 14 valeurs pour ton personnage. Tu comprends? Tu peux comme. Mais même si tu le fais juste une fois, ça va t'aider à rajouter une pièce de casse-tête à ton personnage puis à vraiment voir qu'est-ce que tu veux faire avec. Si on prend Darth Vader, bon, Darth Vader, ça c'est vraiment intéressant, je trouve. Darth Vader se sacrifie sa vie, donc, pour sauver celle de son fils. Ça, c'est vraiment cool. 6e épisode, Darth Vader va faire comme non, méchant empereur Palpatine, tu peux, tu peux pas avoir mon fils. Je vais le défendre, puis tout ça, puis bon. Puis j'avoue que moi, enfant, la première fois que j'ai vu ça, ben ça m'a traumatisé, surtout quand son casque il enlève, puis la face est toute dégueu, puis je suis comme. Yeah. Bon. Mais mais je comprenais pas. J'étais comme mais c'est un méchant. Comment ça qu'un méchant qui est méchant depuis 3 films, dans les dernières comme 20 minutes peut-être, devient genre gentil? Puis je comprenais pas. Mais c'est parce que j'avais pas ça en tête. T'sais. Parce que Parce que, bon, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est quoi les valeurs, là, les valeurs qui sortent de ça? Ben, c'est l'amour, puis c'est la peur de perdre ceux qui sont chers ceux qui lui sont chers à lui, à Dark Vader, tu sais. Puis quand tu penses à ça, ben, c'est effectivement ce qui a été fait quand ils ont fait les premiers épisodes de Star Wars, puis qui ont montré l'enfance de Darth Vader, puis qui ont montré que ben, Darth Vader, il a été séparé de sa mère pour poursuivre les Jedi, puis fait qu'il a abandonné quelqu'un, puis parce qu'il l'a abandonné, il a fait le lien lui-même, mais parce qu'il l'a abandonné, il n'a pas été là le jour où elle a été attaquée, puis elle a été tuée, puis tout ça, puis fait que c'est de sa faute, puis il a permis que ça arrive, il a permis que des gens souffrent, puis il veut plus que les gens souffrent. Puis il aimait profondément Padmé, avec qui il a eu ses enfants. Puis il était prêt à tout pour la sauver. Puis c'est ce que l'empereur Palpatine a vu. C'est ce que le côté obscur a vu. C'est il veut tellement protéger puis empêcher les gens de mourir puis tout ça. Puis il les aime tellement profondément qu'on peut transformer ça
en une pulsion de mort, comme en quelque chose de... on peut l'amener du côté obscur en le convainquant qu'il y a juste à venir avec nous, puis il va avoir assez de pouvoir pour pouvoir s'assurer que jamais les gens qui aiment vont être en danger dans le futur. Jusqu'au moment où il se retrouve à être avec une personne qu'il aime profondément. Puis il a essayé, la preuve qu'il l'aime vraiment profondément. Il a dit rejoins-nous du côté obscur. Viens, joins-toi à moi, nous allons régner sur la galaxie. Il dit ça à son fils parce qu'il est comme je t'aime, puis je veux pas que tu souffres, fait que je veux pas te tuer. Je t'aime, puis je veux que tu sois avec moi. T'sais. Puis à la fin, quand il réalise que c'est pas possible, ça, parce que son fils a réussi à rester droit, comme lui il aurait voulu être capable de le faire, ben ce moment-là, il va se sacrifier. Puis c'est la seule c'est la seule chose qui aurait fait qu'il se serait sacrifié, c'est sauver quelqu'un qu'il aime profondément. T'sais. Puis là, j'en parle de même, puis on dit le monde. Imagine quelqu'un qui a jamais vu Star Wars, il va être comme waouh, c'est vraiment émouvant ces films-là, ça a l'air super touchant. C'est comme ouais, c'est pas tout à fait. Bref. Fait que c'est ça. Fait que tu peux mettre ton personnage dans des situations où tu vas explorer c'est quoi ses valeurs. Croyance. C'est comme une phrase à trous. Tu peux la reformuler un peu pour t'aider, là, mais phrase à trous. Pour déterminer les croyances de ton personnage, les croyances de ton personnage. Imagine que ton personnage est persuadé, hors de tout doute, qu'il ne pourra jamais quelque chose parce que quelque chose. Puis c'est quand je parle de croyances, j'en ai parlé au dernier cours aussi, mais pensez à, tu sais, il y a une affaire que vous vous dites, puis que c'est comme une excuse pour pas aller plus loin que l'affaire que vous êtes capable de faire. Fait que l'exemple comme que je donne là, ben c'est ça, c'est que le cours que je fais maintenant avec vous, ben j'avais jamais osé comme penser à être pas capable de, ouais, que ce soit possible de faire un cours comme ça, puis que ça vaille la peine de le faire, parce que ça existait pas. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu des auteurs qui faisaient comme des formations de cette façon-là. Fait que je me disais, j'étais persuadé hors de tout doute que je pourrais jamais vivre de donner des cours d'écriture parce que j'ai jamais vu ça, puis personne m'a jamais dit que ça existait, fait que j'étais persuadé hors de tout doute de ça. De la même façon que quelqu'un peut être persuadé hors de tout doute qu'il ne deviendra jamais riche parce que pour être riche, il faut avoir fait telle affaire. De la même façon que certaines personnes qui nous écoutent peut-être se sont dit plein de fois ah, je pourrais jamais devenir écrivain, écrivaine parce que je suis pas allé à l'école. Mais j'ai coaché quelqu'un, j'ai fait un coaching vendredi là, avec une fille qui a arrêté l'école en secondaire 2. Puis elle est rentrée, elle est rentrée dans des groupes criminels qui avaient des mauvaises influences. Puis elle a passé une bonne partie de sa vie là-dedans, tu sais. Mais je travaillais sur son manuscrit avec elle, puis elle écrit bien. Mieux que plein d'élèves que j'ai au cégep, puis plein d'amis que j'ai eu à l'université. Fait que c'est pas du tout quelque chose. Mais sa croyance à elle, c'était ça. Si j'ai pas d'études, probablement que ça vaut rien ce que j'écris. Mais heureusement, j'étais là et j'ai pu lui apprendre. OK. Fait que, pensez, exemple, à un objectif que votre personnage juge inaccessible. Un objectif que votre personnage se dit c'est impossible de la faire de toute façon. T'sais. Et pensez à c'est quoi l'excuse, c'est quoi la raison qui fait qu'il maintient cette croyance-là. Puis ça peut être parce qu'il s'est fait dire toute sa vie qu'il est tanné pour un petit pain, comme le dit l'expression. T'sais. Ça se peut que ça se peut qu'il ait jamais vu quelqu'un réussir ça, ou qu'il ait vu toutes les personnes de son entourage échouer dans une situation X, fait qu'il se dit c'est impossible que moi je puisse faire ça, fait que ça sert à rien, fait que c'est limitatif dans le fond. Mais bien évidemment, il peut avoir là je vois qu'il y a une croyance négative. Ça peut être une croyance positive aussi. Ça peut être un quelqu'un qui croit qu'il peut tout faire, quelqu'un qui croit qu'il peut arriver à ses fins peu importe ce qui arrive. Ça peut, parce que là, c'est moi. Ma croyance maintenant, c'est je suis sûr que ce qu'on fait là ensemble, nous, là, ça va marcher. Je suis sûr à 100%. T'sais. Je vais mettre tout ce que j'ai là-dedans, puis quitte à lâcher ma job, je vais faire juste ça, puis je vais me prouver à moi-même que ça se fait, qu'on peut faire ça ensemble. T'sais. Surtout si, vous, à la maison, vous rejoignez notre groupe.
La semaine prochaine, je vais comme. Faut que je construise quelque chose par rapport à ça. Ok. Darth Vader. Darth Vader! Darth Vader croit que la seule façon de sauver la vie de son fils est qu'il le rejoigne du côté obscur. C'est ça sa croyance. Tout le long, jusqu'à pratiquement la fin. Parce que c'est sûr que je vous montre ces affaires-là, mais ce qui est le fun de tous les personnages dans un livre, c'est de les voir évoluer. T'sais. Fait que les motivations, l'éducation, les valeurs, les croyances, le rapport que le personnage a avec toutes ces affaires-là peut évoluer pendant le roman. T'sais. Puis c'est ça qui fait que votre roman va avoir plus qu'une intrigue. Il va avoir aussi l'évolution du personnage, de sa psychologie, de son environnement aussi, parce qu'il peut apporter des changements dans son environnement parce que ses valeurs, ses croyances vont s'adapter aux nouvelles choses qu'il va vivre. Puis, tu sais, je veux dire, Harry Potter, il croyait pertinemment que la magie n'existait pas. Jusqu'au jour où un magicien est arrivé chez eux et a dit tu es un magicien, Harry. Tu comprends? Fait que son système de croyance a été chamboulé à cause de Hagrid. Fait que j'arrête pas de penser au post que je vous ai envoyé avec Harry Potter. Bref. Donc, c'est ça pour les croyances. OK. Euh, l'exercice. L'exercice. L'exercice d'aujourd'hui est quand même plutôt simple parce que ça va être de tester une des 4 situations qu'on vient de voir là avec un personnage de votre choix. Là, je pense que j'avais mis la publication pour l'exercice de cette semaine, je l'avais mis pour qu'elle sorte à 9h30. Fait que peut-être que là, on va avoir la pause. Fait que je vais prendre la peine de tout de suite aller l'activer pour que vous l'ayez. Parce que j'ai mis aussi les quatre exemples sur des images pour que vous puissiez les avoir en mémoire. Parce que peut-être que vous n'avez pas eu le temps de tout transcrire ça. Vous, à la maison, vous mettez la vidéo sur pause sur YouTube. Pas eux. Eux, ils suivent ça live. Bang, bang, bang. Donc, vous prenez une des 4 situations. Et une fois que ça c'est fait, vous vous demandez comment est-ce que vous avez découvert là influence un aspect extérieur de votre personnage. Fait que pour le fun, essayez de voir fait que tu prennes motivation, éducation, valeur, croyance. Tu prends un des 4, tu l'appliques à ton personnage dans son contexte à lui. Puis après ça, tu fais OK, ce que je viens de faire là, comment ça affecte l'apparence, le paralangage, les actions ou l'environnement de mon personnage. Tu peux. Spoiler alert, ça influence les 4. Mais l'intérêt là, ça peut être de faire comme au moins de voir comment un de ceux-là est influencé. Mais à force de le faire, en mettant le personnage, puis en prenant la peine de passer ces aspects-là, tu vas découvrir comme ah ok mon personnage. Fait que cette valeur-là influence son apparence de telle façon, influence son langage non verbal de telle façon, influence ses actions de telle façon, influence son environnement de telle façon, etc. Fait que ça, c'est un trait d'exercice. Hey, je suis vraiment hot. 20h23, on est pile au moment où on est supposé tomber en pause. Yes! Fait que, c'est une. Ariane, c'est une main levée ou c'est un applaudissement? Ah, merci. Ah, c'est ça. Là, ouais, là, j'avais pas activé le son du. Fait que les gens à la maison n'ont pas entendu du tout. Mais oui, c'est vrai, Donjon Dragon. Pourquoi je parle de Donjon Dragon? C'est parce que c'est pas exactement ça qu'on fait à Donjon Dragon, on s'entend, mais le concept de ça, c'est que moi, comme maître de jeu, les gens souvent sont comme, mais là, comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui va arriver ou les joueurs vont vouloir faire des affaires, puis qu'est-ce que. Je fais la structure, tu sais, je fais le squelette de l'aventure, mais après ça, c'est les personnages, les joueurs qui créent leurs personnages, veut pas, créer ce système-là de, de, de motivation, de croyance, d'éducation, de valeur. Les joueurs créent ça pour leur personnage. Parce que quand tu dis ah, moi, mon personnage, il veut, dans le fond, c'est un roi, c'est un prince déchu, puis il veut devenir un roi, puis tout ça. Ok, fait que c'est la motivation, tu sais. Puis il croit pas en l'argent, lui, comme il ramasse jamais d'argent, il laisse tout le temps les autres ramasser de l'argent. Ça, c'est un joueur qui veut juste pas être obligé de compter de l'argent. Fait que ça laisse faire. Fait que tu es comme, ok, parfait, ben tu fait que là, on a une de ses valeurs. Il croit pas, en tout cas, au capitalisme. Peut-être qu'il croit en d'autres formes de. Bon. Fait que moi, je sais que peu importe dans quelle situation je mets les personnages, ben,
les choix que les joueurs ont fait par rapport aux motivations de leur personnage, par rapport à l'éducation que leur personnage a reçue. Fait que dans quelle classe ils sont, si c'est des guerriers, des magiciens, des ensorceleurs, etc. Euh, leur valeur, fait que, c'est quoi l'affaire qui les motive dans la vie. Fait que souvent avec l'alignement, il y a des personnages qui sont bons, des personnages qui sont mauvais, des personnages qui sont chaotiques, qui sont loyaux, qui sont neutres. Fait que si tu mélanges tout ça, ben t'as des valeurs, puis t'as des croyances. Les croyances qui sont souvent alimentées par les joueurs qui disent comme moi, mon personnage, il est sûr que des nains, c'est tout le temps des trous de cul. Ok, bon, parfait. Fait que, tu sais, ça c'est. Fait que, c'est-tu cliché? Oui, c'est cliché, mais Donjon Dragon, c'est fait pour s'amuser. Fait qu'on a le droit de prendre tous les clichés qu'on veut puis de s'amuser avec ça. Fait que, puis c'est un peu ça qui m'aide à écrire aussi, parce que comme ça, je m'assure tout le temps de connaître mes personnages, même si je fais un plan. En fait, quand je fais mon plan, souvent, je connais déjà suffisamment des personnages où les personnages se développent en même temps que le plan. Fait que quand j'arrive à un choix dans mon plan, puis je me dis qu'est-ce qui arriverait comme quand ça va se passer, ah ben si mon personnage est plus comme ça, c'est ça qui va arriver, mais si mon personnage est plus comme ça, c'est ça qui va arriver. Puis là, je choisis toujours est-ce que ce qui est le plus intéressant, c'est que mon personnage soit comme ça, ou c'est que ce soit cet événement-là en particulier qui arrive. Fait que si c'est ça, ben je vais m'assurer que je vais ajuster mon personnage pour qu'il arrive exactement à cet événement-là. Puis si finalement je trouve que mon personnage est plus intéressant s'il est comme ça, ben je vais ajuster l'événement pour que l'événement qui arrive à mon personnage soit à la hauteur de ce que mon personnage est finalement. Puis vu que je le fais au moment du plan, ben j'arrive pas pendant mon écriture à faire ah shit, il peut pas faire ça. Puis si ça arrive, ben je vais juste faire d'accord. Je vais me prendre une note, puis je vais me dire c'est quoi qui règle le problème. Ce qui règle le problème, c'est qu'il faudrait que je change cette affaire-là au début de mon livre. Parfait, je vais juste me noter. Tu changeras ça au début du livre. Puis je continue d'écrire comme si ce changement-là avait été fait. Fait que comme ça, quand j'ai fini mon livre, puis là je vais retravailler mon livre au complet, ben je sais que jusqu'à ce moment-là, il faut que je retravaille cet élément-là, puis que je m'assure d'avoir corrigé cet élément-là dans la première partie de mon livre. Fait que c'est ça. Donc, Donjon Dragon. Donjon Dragon, c'est la vie. Donjon Dragon, c'est merveilleux. Ça va vous apprendre plein de choses dans la vie. Donc, c'est ça. Fait que je vous laisse faire l'exercice. Je vais aller tout de suite sur Facebook pour publier le truc. Puis, c'est ça. Donc, et on va se prendre une pause. Mettons, il était 27. Fait qu'on on va se dire hey, 37-ish. On vient vers 37. Comme ça. Non, ça c'est correct. Et
Je me parle juste à moi-même. J'essaie d'entraîner comme la schizophrénie. Comme... J'essaie de travailler sur mes voix intérieures. OK. Fait que, ben, de retour. On recommence ça maintenant. Je sais pas ce qui arrive avec les autres personnes. Qui sait? Fait que, bonjour tout le monde. Bon retour. C'est le temps de parler de qui s'en vient. Yup. Donc, l'autrice d'aujourd'hui a commencé à publier à 41 ans, ce qui est mon âge présentement. Fait que je trouve ça vraiment cool parce que c'est un super bon exemple de tu peux commencer à n'importe quel âge à écrire. Son premier livre s'intitule Le masque du Gerfo. Je sais pas s'il se prononce comme ça, j'espère. Cette autrice compte plus de 20 romans à son actif, dont une romance historique en 3 tomes intitulée D'amour et de haine. Je l'ai pas écrit, mais elle a publié Le masque du Gerfo, c'est 2009. Ouais. Donc c'est ça. Mais sa trilogie la plus populaire, mettons, c'est D'amour et de haine. 2017, si je me trompe pas, le premier tome. Son plus récent roman, Malicia la Tzigane, vient tout juste de sortir dans la collection des contes interdits. Ouh. Je vous présente donc Sonia Allen. Et je vais essayer de... Comment je vais faire ça? Je vais faire ça de même. Je vais dire oui, accepter. Bonjour Sonia. Plein d'écran comme ça. J'essaie de placer mes affaires. Ça. J'ouvre ton micro. Je change mon... Et voilà, c'est malade. Bon, là, on va tester ton son, Sonia. Est-ce que tu me... Dis-moi donc bonjour. On s'entend-tu? Bonjour, bonjour. Ah, parfait, ça marche super bien. OK. Fait que, ben, bonjour, bienvenue. Là, j'ai comme. Ah, là, j'étais un peu déçu, je t'ai mis un peu croche dans mon écran. Il faudrait que je travaille ça un peu. Attends un petit peu, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Pendant ce temps, fait que, euh, j'essaie de trouver quelque chose à dire en même temps, mais je suis trop déconcentré, je suis pas capable. On va attendre un petit peu, on va faire ça de même, comme ça. Et comme ça, on peut en mettre un peu en bas. Et voilà. Ça va être beau là, quand ça va être tout correct. Je sais pas encore. Un jour, je vais avoir une solution pour cette partie-là de mon cours. Mais là, en attendant, on fait ça comme ça. Fait que, hi, Sonia, salut! Bonjour, bonjour, allô! Ça fait longtemps qu'on s'est Bonjour pas tout le vu. monde! Oui, ça. Là, ils sont, là, il y en a des timides, puis il y en a qui sont pas présents aussi. Fait que c'est comme ça. C'est l'avantage de ces cours-là. C'est comme c'est une fois par semaine. Fait que si t'es là, tant mieux. Si t'es pas là, ben tu peux l'écouter plus tard. Puis, on est pas, c'est ça. Ben, C'est c'est une super, bonne fait que c'est façon de. enregistré, c'est le fun pour les participants aussi. Mhm. Et ça fait que de mon côté, ben je vais pouvoir faire un montage, puis enlever les bouts où je gosse après la caméra, puis ce qui était problématique là tout de suite. Fait que c'est ça. Donc, OK. Fait que comme je t'ai expliqué, on est dans le but de ce cours-là, c'était qu'en 10 semaines, mes étudiants, les participants du cours, dans le fond, puissent avoir, même en partant de zéro, puissent avoir un peu, puissent avoir leur roman. Puis à partir de là, bien évidemment, dès les premiers cours, ils ont compris que je voulais pas dire le roman intégral, genre 60 000 mots Mhm. d'écrit, mais que toute la structure serait là, que les personnages seraient là aussi, puis qu'il resterait à, ben c'est ça, rajouter la chair sur le squelette. Euh, et là, j'ai le goût de parler de ta démarche à toi, dans, comme quand ça peut être, dans le fond, quand tu commences ton écriture, quand tu as l'idée ou quand tu décides de placer l'idée dans un contexte X, Y, Z, puis tu peux bien évidemment utiliser un roman que tu as déjà écrit pour nous donner l'exemple, c'est sûr. Fait que j'aimerais ça t'entendre sur ça en fait. OK. En fait, c'est ça. Alors, un beau bonjour à tout le monde, puis bravo de vous lancer dans l'aventure pour écrire un roman. C'est une belle aventure. Donc, c'est un beau rêve. Pour ma part, c'était un rêve au début, puis que j'ai enfin réalisé. Alors, je vous le souhaite à tous. Pour ma part, j'ai le privilège et l'avantage peut-être et le plaisir d'écrire dans différents genres littéraires. Donc,
même si je me disperse un petit peu partout, ma méthode de travail reste toujours la même. Dans ce sens que, avant d'écrire un roman, pour ma part, je dois être certaine, ben, en fait, en premier, ben, dans quel genre littéraire je veux écrire, OK? Dans quel mood je me sens à ce moment-là, parce que je ne m'astreins pas à écrire que de la romance historique ou que du fantastique, ou j'y vais selon ce que j'ai le goût. Et c'est ça qui est important parce que l'écriture doit être une passion. Donc, je suis mes désirs à ce niveau-là et j'aime bien explorer un peu de tout. Donc, en premier, c'est ça. Je détermine quel genre de roman je veux écrire. Et là, va s'enchaîner pas mal de travail dans ce sens que j'ai une idée du roman que je veux écrire. Une idée du sujet, évidemment, parce que c'est la base pour partir son roman. Donc, j'ai une idée de comment je vais commencer, de comment je vais le terminer. Quelques petites idées à travers tout ça, mais au départ, rien de vraiment précis. Donc, pour juste donner l'exemple, justement, je vais me servir d'un de mes derniers. Donc, j'ai écrit 2 romans sur les Vikings. Évidemment, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Toutefois, je n'avais pas la connaissance complète des Vikings, même si c'est un sujet qui me passionnait beaucoup. Donc, avant de commencer l'écriture, pour moi, ce qui est important, c'est de faire des recherches. Et ça, je vous dirais, il ne faut pas le voir comme quelque chose de fastidieux. Il faut le voir comme une matière qui va nous nourrir. Et moi, c'est vraiment ça. Donc, je fais plein de recherches. En fait, j'aime mieux en faire plus que pas assez, parce que s'il y a une chose que je déteste, c'est lorsque j'écris, ben je ne veux pas être obligée de m'arrêter et me dire, oh misère, c'est quoi donc? Qu'est-ce qu'il mange à ce moment-là? C'était quoi? Comment il communiquait? Ou... Donc, ça bloque beaucoup pour ma part dans l'écriture. Donc, je fais plein de recherches au départ. Je vais vous montrer ce que je m'appelle ma petite toile d'araignée. Donc, j'ai mon point central qui va être les Vikings et après ça, je me trouve plein d'idées. Les vêtements, la nourriture, les croyances. Donc, je me fais plein comme ça d'idées. Ça déborde de partout. Et lorsque je fais toutes ces recherches-là, après, j'aime bien écrire, me faire, je vais vous montrer, des petites fiches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des petites fiches de recettes avec, avec les petits boîtiers comme ça. Donc, j'ai un boîtier comme ça pour chacun des sujets de mes romans. Et donc, je vais écrire, en fait, je vais highlighter toute l'information pertinente dans les romans. C'est pour ça que les livres de référence, c'est pour ça que je les achète, parce qu'ils sont toutes barbouillés de jaune après ça. Et sur mes petites fiches, donc, je vais m'écrire vraiment toute l'information par catégorie. Et sur une feuille à part, ben là, je vais m'écrire, exemple, si je veux parler de tel sujet ou tel point précis, ben, je me marque le nom de la carte puis le chiffre approprié. Puis comme ça, je me retrouve rapidement lorsque j'écris. Ça, c'est mon système que moi, je me suis trouvé. Il y en a qui vont mettre des post-it, il y en a qui vont se faire des tableaux sur Excel, peu importe. Moi, je suis très manuelle. D'ailleurs, j'écris mes romans à la main. Donc, l'informatique, ça me sert uniquement pour recopier mes textes et passer antidote ensuite. Mais je suis une personne comme ça. Donc, j'ai besoin du livre, j'ai besoin d'highlighter, j'ai besoin de mes petites cartes. Et peu importe où je m'installe après ça pour écrire, ben, je vais avoir mon information à portée de main facilement. Et ça, il ne faut pas négliger ce volet-là. Pour ma part, je prends 1 mois intensif à temps plein pour faire ces recherches-là. Donc, c'est pour vous montrer comment c'est assez exhaustif comme recherche. Puis, comme je vous dis, j'aime mieux en avoir plus que pas assez. Puis, de toute façon, je me suis rendu compte en écrivant mon roman Viking
que les recherches que j'avais faites en premier pour celui-ci, ben, en pensant que j'en écrirais juste un, m'ont servi pour l'autre, puis vont me servir aussi pour le troisième que je vais faire. Donc, et j'ai même des recherches qui vont me servir pour d'autres romans complètement à part sur d'autres sujets. Donc, cette information-là, elle est précieuse et elle n'est pas perdue. C'est vraiment un moyen là, parfait pour vous aider. C'est sûr que je vais faire des recherches en premier sur le web. Hein. Bon, je suis quand même pas si... Je suis quand même un petit peu dans l'air du temps, malgré tout, là. Mais je ne me fie pas qu'à ça. Donc, je vais aller faire des recherches sur Wikipédia, sur d'autres endroits. Je vais aller me chercher des idées de base pour savoir ce que je veux vraiment. Et après ça, je vais aller chercher vraiment l'information juste dans les livres de référence que je trouve. Et ça, pour moi, c'est vital, surtout quand j'écris des romans qui se déroulent dans une autre époque. Mais même si c'est des romans qui se déroulent à notre époque, dans d'autres pays, ben, je veux trouver des endroits qui existent vraiment. Je veux savoir vraiment, ben, s'ils font une marche, ça prend combien de temps pour faire de tel point à tel point. Donc, cette information-là, peu importe le sujet du livre qu'on écrit, même des livres, genre j'ai écrit du fantastique, même du fantastique, il y a des choses que je suis allée me chercher comme information malgré tout. Donc, est vraiment, vraiment important. Il ne faut pas négliger le volet recherche et ça va énormément vous nourrir. À vous, après ça, de voir le système que vous voulez employer. Ça vous appartient, mais gardez des traces parce qu'on ne sait jamais où ce que ça peut vous mener. Ne vous fiez pas uniquement qu'à ce que vous voyez sur le web, même si Wikipédia est quand même assez strict sur l'information, tout ça, fait des vérifications. C'est pas infaillible. Et vous ne voulez pas vous retrouver lorsque l'éditeur va vous publier puis qu'il vous dit, ben, tu es sûr de cette information-là, ben, de dire, ben, bah, oui, c'est ce que Wikipédia me dit. Fait que là, il va dire, ben, là, peux-tu trouver une information peut-être plus pertinente ou plus sérieuse? Donc, n'hésitez pas non plus à communiquer avec des vrais professionnels si vous parlez d'un sujet, d'un docteur, d'un policier ou peu importe. Oui, on voit des choses à la télévision, des reportages, tout ça, mais c'est jamais la même chose que quand vous allez chercher l'information à la source. Et ça aussi, ça peut vous emmener donner des petites idées, tout ça, vraiment vous nourrir au niveau de vos recherches. Et vous allez voir, en prenant cette habitude-là, ça va vous popper une multitude d'idées. En fait, moi, c'est quand je fais ce mois de recherche-là que là, ça déborde d'idées. Là, je prends tout en note. Puis c'est avec ça, après ça, que je vais construire mon récit parce que vraiment, ça me nourrit énormément. Je ne suis pas du genre à, comme tel, me faire des plans super précis, super spécifiques. À l'époque, lorsque j'ai commencé à écrire, ben, j'essayais de m'obstiner hein, pour rentrer dans le plan. Puis, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Il y en a pour qui ça marche, tant mieux pour eux. Mais si vous êtes de ceux que ça ne marche pas, ne vous rendez pas malade nécessairement non plus avec ça, parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, vos personnages, ils vont décider par eux-mêmes de ce qui se passe. Et ça, je vois Carl qui sourit, et ça, c'est vrai. Honnêtement, on n'est pas fous, là, mais c'est vrai. Quand on prend le temps de bâtir nos personnages, de leur inventer une histoire, de créer un univers, peu importe, ou d'aller avec de la réalité ou quoi que ce soit, ça prend vie. Et si ça prend vie pour vous, ça va prendre vie aussi pour vos lecteurs. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez que vos lecteurs, lorsqu'ils vont lire vos romans, qu'ils soient immergés par l'histoire, qu'ils se sentent imprégnés par l'histoire, que l'histoire les habite et tout. Mais ça doit passer pour vous
en tant qu'auteur avant tout. Et quand je vous dis que les personnages décident par eux-mêmes, c'est parce que, à quelque part, ces personnages-là prennent vie aussi et leur histoire aussi. Et surtout, ne soyez pas surpris si à un moment donné, vous avez des personnages qui s'invitent, des personnages qui prennent plus d'importance que prévu, ou des personnages que vous aviez le goût de vous parler, puis finalement, vous n'êtes pas capable de les rentrer dans votre histoire ou à peu près pas. Donc, ça aussi, c'est tout à fait normal et il faut l'écouter ça aussi quand vous écrivez. Donc, moi, j'ai un roman que j'ai écrit. Écoutez, le personnage est à peu près ça dans mon roman, qui est un roman seul, qui s'appelait Annabelle et Max. Pas Annabelle et Max, oui, Annabelle et Max a-t-il consentant? J'avais un personnage qui apparaissait à peu près comme ça dans le paragraphe. C'était Brian, un agent infiltré qui venait un peu aider le policier dans mon histoire, mais qui disparaissait, là, qui était juste là de passage. Et ce personnage-là, quand j'ai écrit ce petit bout-là, m'a tellement marqué, il m'a tellement parlé que finalement, j'y ai fait une histoire à lui tout seul après. Donc, j'ai fait Conquise, qui est complètement l'histoire de cet homme-là, après son infiltration, toutes les répercussions qu'il y a sur lui. Et c'était vraiment pas voulu à la base. Donc, c'est juste pour dire, des fois, on ne sait pas la tournure que peut prendre vos récits à ce niveau-là. Donc, ne négligez pas vos personnages lorsqu'ils arrivent ou qu'ils s'imprègnent en vous ou dans l'histoire. Règle générale, ça peut apporter quelque chose de très intéressant et même vous donner un deuxième roman ou d'autres idées par la suite. Ça peut même être un spin-off, peu importe. Donc, gardez-les en mémoire à ce niveau-là. Donc, et ça, ça fait partie de toute l'organisation quand vous commencez à écrire. Et pour le faire, pour que ces personnages-là prennent forme, ben, il faut aussi que vous les travailliez à la base. Il faut que vous sachiez quel genre de personnage vous voulez avoir, quelle personnalité vous voulez avoir. Pas juste les traits physiques, un grand, un petit, un cheveu bleu, un cheveu yeux bleus, un cheveu roux, peu importe. Vous devez aussi mettre de la viande autour de l'os, comme on dit. Donc, c'est important de construire ces personnages-là. Et n'hésitez pas à faire des recherches au niveau de la psychologie parce que un personnage, plus vous le développez psychologiquement, que vous lui donnez des couleurs, de la personnalité, plus les lecteurs vont s'attacher à ce personnage-là. Et juste une petite anecdote aussi, même, n'hésitez pas à les martyriser, vos personnages. Moi, on m'avait dit, moi, on m'avait dit un jour, plus tu martyrises ton personnage, plus les lecteurs vont s'attacher à ce personnage-là. Et c'est comme. Puis, mais savez-vous, c'est vrai, parce que mes personnages, plus ils sont torturés au niveau de choses qu'ils ont vécues, leur passé ou tout ça, ou d'incertitudes, puis plus les gens se sentent attachés à eux. Et combien de fois j'ai de lecteurs, lectrices surtout, qui sont venus à ma table lors des dédicaces, puis ils m'ont dit: ah, Sonia, ce personnage-là, là, il est venu me chercher, là, mais très profondément. Ou encore d'autres qui vont me dire, je me suis tellement identifiée à ce personnage-là, ça m'a aidé à passer à travers une épreuve que je vivais, ça m'a donné du courage, ça m'a permis de voir qu'il y avait une possibilité de s'en sortir, même si c'était soir, oui, c'est le soir. Oui, même si c'était noir autour d'eux ou quoi que ce soit. Donc, et tout ça part du fait que le lecteur en question a cru à ce personnage-là. Il s'est identifié à ce personnage-là. Et ça, c'est hyper important. Et quand vous recevez ces témoignages-là, non seulement c'est émouvant, mais ce que ça vous dit, c'est yes, j'ai fait ma job.
OK? Même si ça a l'air, tu ne diras pas ça dans la personne, hey, yes, je suis contente de t'avoir fait pleurer ou t'avoir fait remuer. Mais en dedans de ça, on se dit, yes, j'y ai réussi. J'ai réussi à donner une vie à ce personnage-là. Et j'ai des gens, là, moi, j'ai un lecteur à mener qui m'est arrivé l'année passée, à l'automne, et il me dit, ah, Sonia, là, je m'excuse du gros mot, mais le Christ d'un tel, là, asti que je l'ai haï. Puis ça a sorti de même quand il me l'a dit. Fait que j'ai fait oh, oh, yeah, OK. Fait que je te l'ai fait à ce point détester pour te faire réagir comme ça. Donc, c'était un méchant dans mon histoire qui était vraiment quelque chose, là. Donc, tout ça, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, c'est important. Il ne faut pas les laisser en superficie, que ce soit votre histoire ou les personnages, il faut y aller en profondeur. Et ça, c'est vraiment, je le dirais jamais assez, n'hésitez pas à les travailler. Moi, quand je me bâtis mes personnages, j'ai une idée du type de personnalité qu'ils vont avoir. Je me trouve, c'est niaiseux, là, mais je me trouve des acteurs, que ce soit des acteurs européens, québécois, américains, peu importe, qui vont vraiment représenter physiquement le personnage que je voudrais avoir. Et après ça, je vais faire plein de recherches sur le web, sur ces acteurs, actrices-là, pour les trouver dans différentes expressions. Donc, pour avoir une idée à quoi ça ressemble s'il sourit, est-ce qu'il va avoir des faussettes? Est-ce qu'il va avoir telle caractéristique? Qu'est-ce qui se dégage de son visage si on le voit une photo qui est une photo d'une scène d'un film puis qui est super triste ou blessé? Ben, physiquement, à quoi ça ressemble? Parce que les acteurs, ils jouent le rôle de toutes ces émotions-là. Ils arrivent à nous les faire croire et ils arrivent à nous les faire croire, pas seulement avec des mots, mais visuellement aussi. Alors, si vous arrivez à reproduire ce que vous voyez visuellement, que vous arrivez à le reproduire en des mots sur papier, à le faire sentir, bien là, vous gagnez déjà une partie de l'attention de vos lecteurs. Donc, ça, il ne faut vraiment pas négliger à ce niveau-là. Au même titre que quand vous allez décrire les émotions, restez pas en superficie. Pas juste de Ah, bon, ben, il est triste, tu sais. Non, non. Physiquement, comment on se sent quand on est triste? À quoi qu'on ressemble? Si on a mal, comment on se sent? Donc, décrivez les émotions, décrivez le vécu des personnages et ça aussi, ça va dans la construction de votre personnage. Ça aussi, c'est super important. Puis je peux vous donner un petit exemple. Là. Je m'étais écrit des petits exemples. Parce que je me dis, des fois, je pars, puis je parle. donc, donc, si vous avez un personnage qui est effrayé, donc je m'étais marqué, bon, vous pouvez marquer qu'il y a son cœur qui rate un battement, il y a des sueurs froides dans le dos, il y a les yeux écarquillés, il y a les mains qui tremblent, il y a les jambes qui cèdent sur son poids, il y a des pincements au cœur, il y a la gorge nouée. Donc, allez-y, n'hésitez pas à les décrire parce que sinon, pour ma part, ce que je trouve, c'est que ça reste vraiment toujours trop en superficie. Ben, c'est sûr que si vous voulez faire un livre d'humour, un roman d'humour, ben là, vous n'irez pas avec des affaires tristes de même. Là. Vous allez y aller avec des papillons dans le ventre, toutes sortes d'autres analogies. Mais ça aussi, les analogies, c'est le fun de les utiliser aussi à travers vos récits, quelquefois aussi, tu sais. Donc, d'autres choses aussi, lorsque justement, pour les analogies, si vous voulez dire, au lieu de dire ben, qu'il y a qui fait noir ou qu'il y a quelque chose de noir, ben, vous pouvez dire que c'est aussi noir, aussi sombre qu'une nuit sans lune ou des choses comme ça. Donc, des analogies comme ça aussi placées à travers vos récits peuvent être intéressantes. Donc, ça ne fait pas superficiel, puis que ça ne fait pas ajouter comme un cheveu sur la soupe, là. Mais tous ces éléments-là vont faire que
votre récit va être plus intense, va être plus enrichi aussi. Donc, ça, c'est tous des petits points à la base. Je dis aussi, n'hésitez pas à utiliser votre vécu pour étoffer votre récit. Donc, c'est des émotions, c'est des événements que vous avez vécus, que vous avez ressentis, tout ça. Donc, ça va être plus facile pour vous aussi de les exprimer, de vous replonger, fermer les yeux, vous replonger dans ce qui s'est passé, de vous ressentir comment vous étiez, qu'est-ce qui se passait autour. Donc, ça va rendre votre récit encore plus crédible. Parce que c'est ça, peu importe ce que vous écrivez, ça doit être le plus crédible possible pour être le plus réaliste possible. Donc, utilisez votre vécu. Si vous utilisez le vécu de d'autres, ça, faites attention. Faites attention. Si vous voulez utiliser quelque chose qui est arrivé avec quelqu'un, si vous n'avez pas son accord, ben, arrangez-vous pour qu'il ne se reconnaisse pas. Donc, ça va vous éviter bien des problèmes, surtout si c'est quelque chose d'un peu négatif ou quoi que ce soit. Est-ce que tu parles par expérience ou c'est que tu... Non, mais j'ai entendu parler par d'autres. Donc, on se parle beaucoup dans le milieu, en fait que des fois, on apprend des anecdotes de d'autres. Mais n'hésitez pas non plus à vous servir du vécu, en fait, des nouvelles, de ce qui se passe dans le monde, tout ça. Présentement, j'étais en train d'écrire, de finaliser un roman, une romance contemporaine, donc une romance qui se déroule à notre époque. Puis, je suis allée chercher des événements qui se passent dans un autre pays. Je suis allée chercher des vidéos de ces événements-là pour me donner vraiment un visuel. C'était une émeute, puis ça me permettait vraiment de voir comment les gens réagissaient. Moi, je n'ai jamais vécu d'émeute. Donc, je ne veux pas écrire n'importe quoi non plus. Mais ça me permettait de voir les moyens coercitifs qui étaient utilisés par les autorités, la réaction des gens, le comportement, tout ça, les émotions et tout. Fait que ça m'a permis d'écrire ma scène beaucoup plus facilement et beaucoup plus de façon réaliste aussi. Donc, ça, on peut se servir des événements qui nous entourent et soyez pas surpris. Ne dites pas, ah, ben, si c'est quelque chose qui s'est déroulé à l'époque, ça ne me servira pas ou quoi que ce soit. Vous seriez surpris. Parce que, juste une petite anecdote de même, dans mon roman, La promesse du Viking, OK, on est en 985, hein, on s'entend que ce n'est pas aujourd'hui. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte, parce que le début de mon récit se déroule un peu dans le coin de la Russie, OK, dans ces coins-là où il y avait beaucoup de Vikings aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un conflit à ce moment-là entre Novgorod, qui est en Russie, et Kiev. Qui connaît Kiev? Qui a entendu parler de Kiev? Hein? En Ukraine. Donc là, j'ai fait comme, attends une minute là, attends une minute là. On est en 985. Déjà, la Russie et Kiev étaient en conflit. OK? Fait que même si c'est un récit qui se transporte, qu'on est très loin, j'ai fait comme, OK. Fait que ce qui se passe en moment, ce qui se passe en moment, ce qu'on voit, la réaction des gens, tout ça, dans ces deux pays-là, ben ça me permettait d'avoir une idée très claire déjà de comment déjà à cette époque-là, que ce conflit-là avait lieu, ben ça me permettait aussi de faire des parallèles, puis de bâtir mon récit au niveau des émotions, tout ça. Puis quand j'avais mes rencontres avec les gens, je leur faisais réaliser, pensez-vous, là, imaginez, on est en 985 et ce conflit-là existait déjà. Même moi, à titre personnel, c'était comme, oh my God, OK, OK. Ça veut dire que, ben, c'est ça, hein, les années avancent, les siècles se passent et tout, et bon, ça a l'air qu'on reste, on reste dans ces mêmes conflits-là. Donc, restez à l'affût
de ce qui se déroule un peu partout dans le monde parce que c'est pas si différent que ça. Hein? Qu'on soit en 1800, en 1900, en 1700, en 1600, en 1500, peu importe, la nature humaine reste la même. C'est que les moyens qui changent. Donc, la psychologie humaine, tout ça n'a pas tant que ça évolué. Donc, n'hésitez pas à aller voir, donc, comme je vous dis, des reportages. Sur le web, c'est tellement facile d'avoir accès à différents reportages, vidéos filmées, des scènes filmées, tout ça, pour vous servir. Tous les moyens sont là pour vous. Donc, c'est juste que des fois, ben, si des fois, il y a des gens qui vont voir vos moteurs de recherche, ils vont peut-être se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle cherche au juste? Mais bon, tant qu'il n'y a personne qui va fouiller dans vos moteurs de recherche, vous êtes correct. Donc, il n'y a pas de problème. Mais blague à part, donc, c'est ça. Tous ces événements-là, ces éléments-là sont importants pour la construction de votre récit, votre préparation. Moi, j'aime beaucoup aussi me servir d'images, de lieux, parce que même si c'est un récit fictif, j'aime ça que les gens se sentent vraiment transportés. Et souvent, j'entends beaucoup de gens qui me disent ah, ben, après la lecture de ton roman, je suis allée faire des recherches, je suis allée voir c'est où cet endroit-là, puis tout ça. Puis les gens aiment ça quand ils se rendent compte que ce que vous avez décrit, qui les a intrigués, ça existe vraiment. C'est sûr que si vous écrivez du fantastique puis vous inventez des mondes, c'est différent, là. Mais ces images-là, qui encore là sur le web sont hyper accessibles partout, bien, vont vous permettre d'écrire de façon le plus réaliste possible les lieux. Puis des fois, écoutez, on n'est pas capable de tout inventer. On a beau avoir bien d'imagination, là, mais on n'est pas capable de tout inventer. Puis des fois, eh bien, la réalité, elle va plus loin que ce que vous pourriez imaginer. OK? Et moi, dans le cas, justement, de mon Malicia, ça c'est mon petit dernier qui est un roman d'horreur. Écoutez, c'est pas ma tranche de ma tranche de ma tasse de thé, là, de d'écrire de l'horreur. Puis là, c'était un deuxième qu'il fallait que je fasse. Puis là, je me disais, eh mon Dieu, j'avais déjà eu de la misère à écrire le premier. Et là, je me disais, comment je vais y arriver? Parce qu'on me l'a demandé, j'ai un mandat. Bon, ben, je dois le faire. Tu sais, j'ai donné ma parole, je dois y arriver. Et là, je me suis mis à faire des recherches sur des missions de l'armée. Des missions dans des lieux assez reculés où ça joue très dur. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais beau avoir bien d'imagination, mais la cruauté de l'homme était pire que ce que je pourrais même imaginer. OK? À en avoir des cauchemars par bout quand je lisais les rapports de mission. Donc, des fois, pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Là. Tout ce qu'il y a autour de vous, puis ce qui existe dans le monde, ben, des fois, vous seriez surpris de ce qui existe. Et moi, quand j'écris, que ce soit, peu importe ce que j'écris, je me donne toujours comme mission de relater des faits, de rendre ça le plus crédible possible, le plus réaliste, pour aussi sensibiliser aussi les gens. Je veux les faire voyager, je veux qu'ils passent du bon temps, mais je veux aussi qu'ils ressortent avec quelque chose. Soit avec une réflexion, soit avec un beau voyage, soit avec la curiosité d'aller découvrir quelque chose d'autre qu'ils ne connaissaient pas et qui les a intrigués dans le roman. Donc, quand vous êtes auteur, vous avez également un petit peu cette mission-là, OK? Qui ne fait pas partie du métier, mais qui est intégrante dans le métier, si on peut dire. Donc, en tout cas, pour moi, et c'est pour ça que je fais toutes ces recherches-là, je vais chercher toutes ces images-là, tout ça. Et des fois, vous seriez aussi surpris de voir comment les gens ont le goût de vous expliquer, de vous parler de leurs histoires, de vous expliquer des événements, de vous
ou même aussi anodin que quand j'ai fait des recherches pour mon premier roman fantastique, je voulais une auberge particulière dans le Bas-Saint-Laurent et j'avais trouvé quelque chose au Bic, euh, l'auberge du Manche-Grenouille, qui est vraiment, vraiment, elle allait très bien avec mon roman fantastique. Et là, j'avais fait plein de recherches sur le web, tout ça. Et je m'étais dit, ah yes, c'est le Salon du livre à Rimouski. En passant, je vais m'arrêter à l'auberge, prendre des photos, aller m'imprégner de l'ambiance, tout ça. Puis malheureusement, ben, c'était fermé pour la saison parce que le Salon du livre, eh ben, il est en novembre à Rimouski. Puis c'est plus la saison estivale à ce moment-là. Tout est fermé dans ce coin-là, ou à peu près. Et j'avais appelé la propriétaire pour lui dire écoutez, oh mon Dieu, pouvez-vous m'envoyer des photos plus que ce que je vois sur le web, tout ça? Puis on avait discuté. Et là, elle m'avait dit ben, regardez, quand vous allez passer pour aller au Salon du Livre, je vais ouvrir spécialement mon auberge pour vous, pour que vous puissiez rentrer, vous imprégner des lieux, tout ça. Alors, j'étais, wow, j'étais toute énervée. Donc, je me suis rendue sur place en allant au Salon du Livre et elle avait ouvert des pièces spécifiques, ouvert les lumières, créé une ambiance, une petite musique. Écoutez, quand je suis rentrée, j'avais le loisir de me promener partout, de m'imprégner de l'ambiance, tout ça. Et ça m'a permis de pouvoir faire mes scènes, de voir le paysage exactement qui était en arrière, si mon personnage s'assoyait à telle place, tout ça. Et les gens ont été super curieux après ça. Plusieurs ont demandé pour aller savoir c'était où cette fameuse auberge-là, si elle existait vraiment, puis tout ça. Puis on se sont mis à faire des recherches. Donc, on ne sait pas non plus les belles rencontres que ça peut nous faire faire. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec les gens, à leur parler de votre projet. Et plus vous êtes développé dans votre projet, vous savez où vous en allez, ben, il y a des fortes chances que les gens aient aussi le goût d'embarquer avec vous. Donc, ça, ça c'est super important aussi, je dirais. Et ben, j'essaie de voir. Vite, vite, je regarde là. Mais c'est correct, je peux poser des questions aussi, là. Je peux Ben oui, ben t'enligner si c'est tu veux. ça, là. Moi, je vous ai lâché tout ça, là, mais en gros, je vous dirais, avant de tomber dans la construction vraiment précise de technique du récit, ben sur la portion qu'on vient de voir, justement, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous êtes On attend, des fois, il y a comme un temps. Mais moi, de toute façon, moi, au final, tu sais, justement, c'est vraiment drôle que tu parles que tu sois venu aujourd'hui en plus. Parce qu'aujourd'hui, je leur ai justement montré une manière de développer puis d'explorer les personnages en les mettant dans des situations précises. Tu sais. Puis j'étais comme, à la limite, de faire ça, ça peut pratiquement remplacer ton plan parce que quand tu connais les valeurs, l'éducation, les croyances, puis les motivations de ton personnage, ben peu importe dans quelle situation tu le mets, tu vas savoir comment il va réagir parce que tu as établi toutes ces affaires-là autour. T'sais. Puis, veux pas, la recherche, je considère que moi aussi j'adore faire de la recherche. Je considère que ça fait partie de ça aussi. T'sais, moi, ça alimente mon plan, mais ça alimente aussi comme pendant que j'écris, ben j'ai jamais de blocage parce que peu importe ce qui arrive, j'ai tellement fait de recherche que je peux sortir n'importe quoi qui a rapport avec le moment où les personnages sont dans l'histoire, ou le lieu où ils sont, ou le, comme. Fait puis sinon, ben, leur personnalité va aussi alimenter le chapitre. Fait que j'ai jamais peur de tomber sur une page blanche parce que mes personnages alimentent, puis j'ai mon plan qui est en arrière qui fait que je tomberai jamais dans le vide, tu sais. Mais là, tu dis comme, ah, pas tant plan, puis tout ça, mais je veux dire, tu sais quand même ta fin, mettons, quand t'écris ton Ben, livre. c'est ça, je connais le début. Comme un. Je connais le début, je connais la fin, puis à force de mes recherches, j'ai une bonne idée de ce qui va se dérouler dans le milieu. Mais je ne fais pas de plan précis pour savoir quand se passe telle chose, parce que des fois, ça bifurque. Des fois, j'ai quelque chose qui s'insère, tout ça. Fait que finalement, ce que j'avais en tête, grosso modo, ben, ça ne marche plus à ce moment-là. Des fois, je déplace complètement la scène que j'avais en tête plus tard. Des fois, elle disparaît complètement. Donc, j'ai une idée de base,
Mais j'ai pas, tu sais, pas, mes trucs, mon plan n'est pas décortiqué de façon précise, là. Puis, de toute façon, moi, pour ma part, quand j'écris, je me laisse aller quand j'écris mon jet. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime écrire dans des cahiers, parce que ça m'évite d'être toujours sur le web pour aller, ah, Antidote me fait apparaître telle orthographe, telle faute ou Word ou c'est quoi donc le synonyme, là, je vais chercher. Puis, fait que ça me faisait perdre complètement le fil de mon écriture. Ou il y a un truc qui popait dans mon ordi, sur mon écran pour dire, ah, il y a un message qui est rentré. Et tout ça, ça me dérangeait quand j'écris parce que lorsque j'écris, je pars. J'écris mon histoire. Écoutez, mes cahiers, il y a des fois, moi-même, j'ai de la misère à m'y retrouver, là. OK? Parce que là, je vais faire une petite flèche, là, je vais faire un petit 1 plus en haut, puis là, j'écris entre les lignes, parce que là, j'ai autre chose qui vient de me passer par la tête, tout ça. Donc, quand j'écris, là, je mets mes lunettes, là, puis là, j'essaie de tout décortiquer des fois ce que j'ai écrit, parce que c'est écrit comme une petite patte de mouche. Mais pour moi, c'est important parce que quand on part, qu'on écrit notre récit, il faut laisser aller l'imagination. C'est pas le temps de s'arrêter et de dire ah, fignoler ou tout ça. Ou non, si j'ai un mot qui m'échappe ou quelque chose, je me mets une ligne puis je me mets un point d'interrogation. Ça veut dire que là, quand je vais revenir à ma réécriture, taper tout à l'ordinateur, ben là, je vais pouvoir m'arrêter puis chercher ce qui me manque. Parce que des fois, là, on a toute la scène dans notre tête, ça déboule, ça déboule, ça déboule. Puis il suffit qu'on bloque sur quelque chose ou qu'on parte sur autre chose, puis là, whoop, notre bonne idée, là, est partie. Puis ça me frustrait. Fait qu'elle ne ressortait jamais aussi bien que la première fois là, de mémoire, ce qui m'avait sorti. Donc, ce premier jet-là, il est important. Après ça, euh, quand vous allez retravailler votre texte, pour ma part, moi, je fais 40 pages de la shot. J'écris 40 pages, puis après ça, je tape tout à l'ordinateur. Chance, j'ai mon doigté. Et là, je retravaille ces 40 pages-là. Puis ça, après ça, je passe à l'antidote, puis j'envoie ça à mes bêta-lectrices parce que moi, j'aime avoir un feedback assez rapide. Mais ça, c'est moi, OK? Puis c'est maintenant où ce que j'en suis rendue. Mais avant, j'écrivais tout d'un jet, le roman. Puis ça, c'est important qu'on laisse partir notre imagination, puis qu'on écrive sans se structurer, sans se mettre des ornières, puis tout ça, puis dire non, 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 non. Parce que c'est ça, votre créativité, c'est là qu'elle passe. Vos idées, tout. Donc, après ça, vous retravaillerez votre texte, puis ça va être super important de le retravailler, que ça soit pas juste les phrases qui soient structurées adéquatement, parce que des fois, on écrit, on fait des phrases à l'envers, tout ça. Je vous dirais, Antidote, là, c'est le meilleur ami de l'auteur. OK? Il vous restructure vos choses et vous le dit assez vite s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre phrase. La répétition des mots, c'est hyper important. C'est hyper important. Quand vous corrigez Antidote, vous devez avoir mis votre empan au maximum parce que s'il y a quelque chose qui achale beaucoup les éditeurs et souvent aussi certains lecteurs, c'est les répétitions de mots. Les adverbes, OK? Moi, c'est mon tic d'auteur. J'écris beaucoup d'adverbes et beaucoup d'adverbes en ENT, hein? Chaleureusement, amoureusement, amicalement, gentiment. Hein? Ça, c'est mon tic d'auteur que je ne suis pas encore parvenue à me débarrasser. Donc, c'est ça. Fait que ça, je sais que je dois beaucoup en enlever après parce qu'on doit faire attention aux adverbes. On doit faire attention aux mots liants comme les i, les mais, tous ces mots-là. Donc, c'est toutes des petites choses, mais vous allez les retravailler seulement quand vous êtes en train de retravailler votre texte bien après que vous avez fait votre lecture, tout ça. Préoccupez-vous pas de tout ça.
à la base, parce que ça va être des freins constamment pour vous dans votre écriture. Donc, en gros, c'est ce que je vous dirais qui est important quand vous écrivez votre roman. Après ça, vous le retravaillez. Et si vous le relisez, et relisez, et relisez, et relisez, et retravaillez, c'est normal. OK? Moi, je vous dirais là, que même après 23 romans, je relis, puis je relis. Puis il y a des fois que je relis, puis je relis, puis je relis, puis là, j'accroche, puis là, je dis, ah, misère, ça y est, je suis pognée là. Puis là, je finis par m'en sortir. Puis c'est, je veux dire, partie, ça fait partie de la job d'auteur. Et c'est important. C'est sûr qu'à un moment donné, vous allez devoir le lâcher, votre roman, puis dire, bon, OK, là, je l'envoie. Là, j'y vais pour la publication, l'envoyer chez quelqu'un, tout ça. Mais c'est hyper important de retravailler encore et encore et encore. Écoutez, quand moi j'envoie mon roman à l'éditeur, là, je suis comme, j'en ai jusque-là, là. Je suis juste plus capable de le voir. Je suis plus capable, j'en ai mal au cœur, là, tu sais. Mais là, il s'en va chez l'éditeur. Eux autres vont le retravailler au niveau de l'édition littéraire, au niveau de l'orthographe, tout ça. Puis quand il revient, ben là, c'est correct. J'ai eu le temps de passer à autre chose. Fait que je suis correct pour le retravailler, ce qu'il a retravaillé. Mais c'est normal. Il faut le travailler. Puis si vous avez une écarantite aiguë, c'est normal. Mais à un moment donné, vous le laissez partir. Mais quand vous le laissez partir, assurez-vous que toutes ces petites technicalités-là que je vous ai mentionnées, puis sûrement Carl va vous en mentionner plein d'autres, c'est important de le faire. Parce que les éditeurs reçoivent une panoplie de manuscrits, mais vraiment une panoplie. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, là, il en recevait 800 le printemps, 800 l'automne à peu près. Je suis pas mal sûre que ce chiffre-là est beaucoup plus élevé aujourd'hui. Donc, eux, là, ils ne prendront pas le temps de tout lire vos romans. Là. Ils vont lire le début, ils vont voir si c'est prometteur, s'il y a quelque chose à faire. Puis à ce moment-là, ils vont vous appeler pour vous dire, OK, on pourrait avoir un intérêt pour le roman. Puis là, ils vont passer au travers comme il faut. Mais ce travail-là, il est primordial si vous voulez vous démarquer de prime abord. Puis si l'éditeur accroche sur votre français, sur vos tics, sur le récit qui n'est pas assez crédible ou pas assez ressenti ou whatever, ça va être plus dur à ce moment-là de réussir à être édité. Fait que ça, c'est la réalité du milieu. Mais quand vous avez un pied dans la porte, ça va bien. Après ça, ça va beaucoup mieux. Mais dites-vous que le travail ne sera pas terminé non plus à partir du moment où vous avez l'accord parce que, comme je vous dis, avec le temps, on apprend. Carl aussi a sûrement appris beaucoup avec le temps, avec tous les réviseurs littéraires et les réviseurs linguistiques. Moi, je me prends toujours en note ce qu'ils me disent. Puis avec le temps, ben, il y a des fautes, il y a des trucs que je ne fais plus. OK? Ce qui fait que plus ça va, plus ils ont une job facile avec moi. Je ne suis pas parfaite pour autant, puis ça arrive de m'enfarger encore. Mais il faut rester réceptif. Et ça, c'est super important parce que aussi lourd et pénible que puisse être le travail, ça va faire que bonifier votre roman. Et ça, il faut le voir dans cet état d'esprit-là. Fait que ça résume pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je ne sais pas, soyez pas gênés si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je suis là pour ça. Puis même si vous voulez communiquer avec moi plus tard parce que vous avez un flash, vous dites ah, Sonia, telle chose, ben, vous n'hésitez pas non plus, ça va me faire plaisir. Je vous y réponds. C'est cool. Je sais pas si, on va voir, si pendant que je parle, si quelqu'un écrit une question. Sinon, ben, on arrive vers la fin. C'est fou, hein, parce que toutes les fois qu'on parle d'habitude, on a juste 5 minutes pour parler. Qu'on n'a pas cette possibilité-là d'élaborer tout ce qu'on parle ensemble dans les salons, mais c'est le fun d'avoir comme. Je suis content parce que je venais juste de leur dire en plus,
j'essaye vraiment de trouver, parce que tous les auteurs et les autrices qui sont venus jusqu'à maintenant travaillent avec des plans, puis tout ça, puis j'étais comme, j'essaye vraiment de vous en trouver là, qui font pas de plans, mais c'est difficile. Puis là, finalement, je t'avais pas parlé de ça du tout, puis là, ça fait que c'est vraiment cool. Ça, je suis content, c'est le fun. Puis merci pour d'avoir montré un peu comme justement ta méthode, des méthodes un peu différentes. Puis c'est le fun, ça alimente aussi, puis ça montre que ben, c'est ça que moi je montre des méthodes que moi je connais ou que d'autres auteurs m'ont montré. Mais là d'avoir. On est tous différents, hein? Oui, c'est Donc, ça, oui, vraiment. Ah, ben tu vois, pendant qu'on parlait, on a une main qui s'est levée. Marilyn. Allô? allô? On va être fumeuse. C'est pas vrai. Merci beaucoup, Sonia. C'était vraiment super intéressant. Puis j'ai vraiment aimé que, on travaille à peu près de la même manière. Je suis contente. Ça me valide aussi dans ma manière de faire que je sais c'est quoi le début, je sais c'est quoi la fin, mais je sais pas nécessairement comment je vais me rendre. Mhm. Ça, je trouve ça le fun. En fait, de ne pas le savoir nécessairement comment je vais me rendre. C'est justement là que je trouve qu'on se laisse le plus qu'on ait le plus belles surprises, en fait, avec nos personnages. Puis j'aimais ça aussi ce que tu as dit, dans le fond, que quand tu te connais assez bien tes personnages, ben, l'histoire va presque quasiment s'écrire toute seule. Puis même que des affaires qui vont te surprendre, les personnages vont te surprendre à cause que tu les connais tellement bien. Puis c'est un exemple, c'est que j'ai écrit une série, je l'ai auto-édité. Puis même dans le troisième roman de cette série-là, j'ai encore des personnages qui sont surpris avec des décisions, puis que ça faisait tellement de sens. Je fais comme oui, on s'en va là, c'est génial. Là. Fait que ça rend le processus créatif, je trouve, encore plus intéressant parce que c'est tellement de job écrire un roman pour que ce soit le fun, Fait que, c'est ça. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Puis, encore une fois, merci de me valider. Ça fait Parce que plaisir. c'est pas de plan. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Carl. J'avais fermé mon micro pour pas que ça fasse de feedback. Ariane, c'est à toi. Ben, moi aussi, c'est un peu comme dans le même sens que Marilyn, là, dans le sens que, tu sais, moi, dans mon roman, je me demandais comment que parce que mon perso allait tomber en amour avec un des personnages, mais qu'au début, il est pas très gentil, tu sais. Puis je me demandais, ouais, mais comment je vais faire pour réussir à ce qu'elle elle tombe en amour avec. Puis finalement, à force de l'écrire, puis de le réfléchir, puis de faire sa backstory, moi-même, je suis tombée en amour avec ce personnage-là. Fait que je suis comme, ben, tu sais, si moi je le ressens, c'est qu'au final, le public en le lisant va ressentir un peu le même amour. Là. Fait que, tu sais, je suis comme d'accord avec ce que tu disais. Là, je me voyais là-dedans. Oui, puis il ne faut pas hésiter. Moi, je n'hésite pas à aller au borderline. OK? Puis, juste une anecdote vite, vite comme ça, dans ma série du Moyen Âge, La Dame de Nox, le premier tome, ça commence une scène assez percutante. Et je me souviens de me faire dire, hey, Sonia, si tu avais écrit cette scène-là à notre époque, tu te serais fait lapider. OK? Tu te serais fait tirer des roches. Puis ce que j'aimais, c'est que les gens me disaient, écoute, on a tellement détesté ce personnage-là au début, le personnage principal, mais on t'a tellement détesté pour nous le faire aimer après ça, puis le prendre en pitié, que, gars, c'est. Puis moi, ça me faisait toujours rire parce que, oui, un personnage peut être très sombre, très borderline au début, mais si tu y emmènes ce qui va avec, ce qui l'a emmené comme ça, puis que le lecteur le sent, bien, le lecteur va sentir, va éprouver cette souffrance-là aussi que le personnage a vécu, puis il va être plus enclin à comprendre, puis à lui pardonner peu à peu. Puis si tu fais évoluer ton personnage aussi, qui apprend tout ça, ben, c'est encore plus intéressant aussi pour le lecteur. Donc, bravo, c'est une bonne idée. Bon. Puis là, on arrive à la fin du cours. Fait que là, c'est le moment où je révèle le tirage. J'avais le papier juste ici. Fait que je fais toujours le tirage avant, sinon c'est du taponnage. Fait que c'est Marilyn qui gagne, justement. Marilyn! Hey, Fait que bravo! entre faiseuses de pas de plan, vous allez s'entendre. Fait que, dans le fond, ce que je vais faire, Sonia, c'est que je vais vous mettre en contact ensemble, puis vous pourrez discuter
qu'est-ce qui intéresse Marilyn, puis ça, puis vous verrez si tu y envoies par la poste, je vais aussi te payer les frais de poste, il n'y a pas de problème. Ah, ben, pas de Puis problème. si Marilyn est patiente, est-ce que tu viens au Salon littéraire de Drummond le 4 mai? Tu vas être avec nous? Non, en fait, je vais Pas être à cette celui de Mirabel au même moment. Ah, ok, bon, fait que tu Mais vas à c'est parce que j'ai Mirabel. été invitée à Mirabel, donc Ben là, il faut que tu le fasses, c'est sûr, tu y vas dans ce temps-là, c'est correct. oui, C'est le fun, super. Ben, c'est cool. Fait que dans ce temps-là, tu me feras signe, tu me diras combien ça a coûté, puis ça va me faire plaisir de pas de régler problème. ça. Puis, Ben écoute, ça va être très simple, ça va être un roman au choix. Donc, Marilyn, tu n'auras qu'à aller voir, si tu veux aller voir sur ma page Facebook d'auteur, Sonia Alain, auteur. Tu iras voir, ils sont tous sur l'image en haut, là, ils sont tous là. Puis si tu cliques, tu as tout le descriptif, les liens pour avoir le descriptif de chacun des romans sur les libraires. Donc, juste à me dire lequel qui t'intéresse. une femme d'expérience qui parle. Une autrice qui sait comment ça marche, la vie. Effectivement. Super. Fait que, ben, écoute, merci beaucoup, Sonia. Je suis vraiment content de t'avoir eu avec nous. Puis, merci pour cette présentation que tu nous as faite. Ben écoute, Oui, c'est un vraiment gros merci pour l'invitation. C'est super intéressant. Puis bravo à vous tous de vous lancer dans cette belle aventure. Donc, c'est le fun de partager ça avec vous autres. Puis là, maintenant s'ils vont dans un salon et qu'ils croisent, ils vont déjà pouvoir aller vers toi. Ben Entamer oui, la vous viendrez discussion. me faire un Fait que c'est coucou. super. C'est cool. Fait que merci beaucoup. Puis on se revoit dans un prochain salon bientôt. Parfait. Bye, bonne soirée tout le monde. Bye. Bye. Je reviens à ma fenêtre superposée. Bien, mon œil, mon œil! Donc, fait que c'est ça. C'était cool. Hey, c'est fucké, hein? Je m'attendais pas à ce qu'elle parle de personnages de cette façon-là. Puis là, ça a fité, ouais. Je suis vraiment content. C'est cool. Fait que je conclus pour les gens sur YouTube. C'était ça le cours. Si vous en voulez plus que ce que vous avez là, ben, il faut rejoindre notre communauté privée. Là, vous dites, mais Carl, comment j'ai fait ça? Là, tout de suite, j'ai pas encore tout à fait tout établi comment ça va fonctionner, à part que ben, il va falloir payer pour être sur la communauté privée, comme les gens qui présentement font le cours en ligne. Ce que je vais faire par contre, c'est que le lien qui est sous la vidéo et qui est dans les commentaires aussi, puis tout ça, ben, en cliquant sur ce lien-là, vous pouvez vous ajouter à la liste d'attente. Et en plus recevoir un cahier d'exercice pour vous aider à débloquer votre écriture et peut-être même déjà vous faire réaliser que c'est pas si difficile que ça écrire, étonnamment. Ce qui est difficile, c'est persévérer. C'est pour ça que j'essaie de motiver mon monde à chaque semaine, entre autres sur le groupe privé. Donc, c'est ça. Donc, merci à vous de nous avoir suivis sur YouTube et à la prochaine.